un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc. etc. Et bonne écoute à vous. Bon, on se retrouve pour un podcast franco-québécois, plus québécois que français pour le coup, avec deux Québécois. Merci déjà à tous les deux. Franchement, merci beaucoup d'être là. Donc Nico qu'on a déjà vu et puis Francis, première fois sur le podcast. Merci beaucoup. Et puis, comme je disais, on peut faire un petit point peut-être. Francis, te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et puis Nico, tu nous feras peut-être une update aussi sur où t'en es par rapport à la dernière fois. Donc, écoute, Francis, je te laisse la parole. Je vais essayer de partager ton Instagram. Comment tu dis? Je vais essayer de partager ton Instagram en même temps. Comme ça, les gens pourront voir. Ça, c'est moi, mais j'étais un petit peu plus... Oh, ça, c'est la masse! C'est la semaine passée. Je me suis rasé. OK. Finalement, je vais compétitionner en 2024, je pense. Ah merde, c'est ça. Donc, first, merci Alex de nous recevoir pour ton podcast. Et je vais essayer de faire ça avec pas trop d'accent québécois parce que je parle beaucoup franglais. Et c'est une problématique parce que justement, des fois, les Québécois, peut-être on a cette façon-là de parler, puis vous comprenez un petit peu moins. Mais c'est ça, on me voit dans le fond, ça, c'est l'année passée au Nord-Américain. Donc, moi, je suis bodybuilder depuis, j'en ai 35. J'ai commencé à 19 ans à faire vraiment de la compétition, c'est-à-dire de l'entraînement de bodybuilding, 21 ans à compétition en compétition. Donc, on arrive, ça fait un petit bout que je fais de la compétition. Et puis, moi, j'étais policier aussi dans le temps. Donc, à 21 ans, j'ai commencé le bodybuilding plus la compétition. Puis, pas l'année passée, il y a 3 ans, j'ai parti ma compagnie de coaching vraiment à 100%. Ce que je veux dire, c'est que j'ai lancé avec des coachs qui travaillaient avec moi. Avant, j'étais coach sideline vraiment avec au niveau de ma job police. Puis là, il y a 3 ans, j'ai parti vraiment ma compagnie pour que je puisse expand, vraiment avoir plus de clients, aller chercher plus de monde. Vraiment, l'objectif derrière ça, c'est d'aller chercher le plus de monde possible, les amener dans le bodybuilding, leur faire voir c'est quoi vraiment le bodybuilding, puis le faire de la bonne façon aussi. Parce qu'il y a beaucoup de coachs de bodybuilding, mais est-ce que ces coachs-là font ça de la bonne façon? Est-ce qu'on regarde l'aspect santé quand même? Parce que le bodybuilding, on va se le dire, c'est un sport d'extrême. Donc, ce qui dit extrême dit pas nécessairement toujours santé, mais une façon de le faire le plus santé possible. Parce que c'est quand même dur de dire bodybuilding puis santé, ça va ensemble, mais quand même, il y a une façon de pouvoir merger ça ensemble. Quand je dis merger, c'est de faire quand même quelque chose de complexe ensemble, de complet ensemble. Et puis, c'est ça, dans le fond, moi, au niveau de mes expériences personnelles, c'est ça, j'ai fait nord-américaine l'année passée. Ça fait 2 années de suite que je suis champion national dans les light heavyweights, donc les mi-lourds en français, dans les mi-lourds au niveau national. Puis, ça ressemble à ça au niveau du... Ouais, c'est ça, c'était ma journée avec Philippe. Je me suis entraîné avec lui aussi il y a 3 semaines. Je me suis entraîné avec lui, j'ai fait du posing. OK. Ah oui, j'ai vu qu'il était passé, j'ai vu la sortie de la vidéo sur Quantum. Ouais. Exact. Il vient de faire une conférence justement avec le Dumbbell Domination, qui est une conférence de business, de tous les gens qui sont dans le fitness, au niveau business. Il est venu, puis je me suis risqué. Quand il m'a dit justement demain, je vais m'entraîner à telle heure, je crime, t'as-tu besoin d'un partner de gym? D'un spot? Puis j'ai regardé ton posing. Fait que finalement, je me suis osé, puis on est allé s'entraîner ensemble, puis c'était une expérience, honnêtement, d'une vie, là. Je pense que oui. Fait que, même s'il est plus à son... Comment? Même s'il est plus à son top, je pense que c'est une sacrée expérience, ouais. Même s'il est pas à son top, honnêtement, il fait peur à tout le monde. Ouais, j'imagine. Tu le regardes, il est encore énorme, il est incroyable. Mais pour vrai, ce qui m'a fasciné le plus de ce gars-là, c'est son mindset, c'est son côté humain, que les gens ne voient pas nécessairement quand tu le vois sur scène, tu vois dans des Machiavelli Motivation, des trucs comme ça, mais il ressort pas autant son côté humain, mais quand il est avec toi, wow, c'est un gars qui est à l'écoute. Ce que j'avais dit la veille, le lendemain, il m'a reparlé encore, il me posait des questions.
et qui est vraiment proche de son monde. C'est assez impressionnant, ouais. Fait que c'est ça un gros mon parcours. Je fais des arts martiaux aussi avant de faire du bodybuilding. J'étais arrivé, j'ai fait des championnats du monde en kickboxing, en taekwondo, ITF. Fait que j'ai fait ça aussi avant. Fait que j'ai un background vraiment d'arts martiaux, puis ça me donne un edge à ce niveau-là pour le posing. Posing, c'est quand même pas évident. Fait que j'ai cet edge-là au niveau des arts martiaux. Après ça, j'ai fait vraiment mon transfert avec le bodybuilding. Fait qu'en gros, c'est vraiment ça que j'ai comme parcours. C'est un beau petit parcours, ça. Et du coup, la carte pro l'an prochain ou pas? On vise toujours, mais on peut jamais dire je vais l'avoir. Tu veux l'avoir, mais tu peux pas. Les gens qui vont dire cette année, c'est mon année, je l'ai. C'est correct d'avoir un bon mindset de se dire tu veux l'avoir, mais tu ne peux pas. Il y a un gars qui peut ressortir de nulle part. Il arrive, ça fait 5 ans qu'il en fait pas de compétition, puis il se fait oh mon Dieu, il arrive, puis là, il est shape incroyable, puis il va tu sais pas. Comme Nico qui arrive, mettons. C'est pour ça que oui, c'est toujours mon goal. C'est mon goal maintenant. Ça ne l'a pas toujours été. Quand j'ai commencé, je faisais ça pour le plaisir. Puis à un moment donné, quand j'ai gagné une compétition, l'overall et tout ça, j'ai commencé à croire un petit peu que j'avais un peu de potentiel. Puis c'est ça. Good. Et du coup, Nico, t'en es où alors par rapport à la dernière fois? J'avais une question à poser à Francis. Je dis, toi, là, quand tes clients, là, ils font des mauvais check-in, là, t'utilises-tu, mettons, tes arts martiaux pour les ramener à l'ordre dans ton bureau? Je vais te répondre de façon très sage, OK? Je vais te répondre de la meilleure façon que je peux te répondre. Bruce Lee disait que la façon qu'il se battait, c'était the art of fighting without fighting. Okay. Quand tu es capable de éviter de te battre pour faire dissuader quelqu'un, fait que tu vois... et dans le fond, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il fait juste les regarder du regard puis ils comprennent tout de suite. Exactement. C'est l'œil du tigre. C'est la meilleure façon, ça. C'est la meilleure façon, ça. Exact. Écoute, moi, recap, fait que moi aussi, première compétition à l'âge de 21 ans. En fait, d'arts martiaux, tu es un grand joueur de hockey. Pendant plusieurs années, plus d'une dizaine d'années, compétition à l'âge de 21. J'ai fait 7-8 compétitions. Ensuite, j'ai tout simplement arrêté. Psychologiquement, c'était peut-être un petit peu trop pour moi. J'ai trouvé un travail. Puis ensuite, dernièrement, l'année passée, j'ai décidé de me lancer à 100% dans le coaching. Oui, j'entraîne athlète aussi, mais j'entraîne peu importe la personne qui a un désir sincère de changer sa vie pour des bonnes habitudes. Donc, ça peut être monsieur, madame, tout le monde aussi. Simplement le désir de vouloir changer. Tout ça, pour moi, c'est suffisant. Donc, c'est ça. Donc, moi aussi, dernièrement, retour aux compétitions. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas compétitionné. Donc, ça, c'est la photo que tu avais mise. C'était le dernier update là, que j'ai fait la semaine passée. C'est ça, donc moi aussi, compétition au niveau régional, national, après pour requalifier. Pas trop d'idées où je vais me retrouver là-dedans. On ne sait pas encore, peut-être lourd, super lourd. Ça va dépendre. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas compétitionné que je sais pas combien de poids je vais perdre, tout ça. Il y a plusieurs variables. Fait qu'on verra rendu là. Fait que pour l'instant, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir avec mon entreprise aussi. J'ai des gens qui ont beaucoup de... c'est le fun, les gens du vouloir, les gens sont motivés. J'ai des bons clients. J'adore ça. Fait que je suis hyper content de mes progrès, mais surtout ceux de mes clients qui en ont énormément ce temps. Puis je voudrais les remercier de me faciliter la tâche puis de faire en sorte que j'aie un bon travail puis que ce soit simple. Fait que ça, c'est un peu ça pour moi. Puis c'est ça, c'est le même parcours. Fait que là... c'est une bonne shot pour moi, celui-là. Est-ce que j'allais dire, est-ce que tu manques d'arrière d'épaule ou pas? Je pense que l'arrière d'épaule... Honnêtement, ouais, c'est ça. Greg, il me dit souvent ça. The shoulders are out of control. Je dis, écoute, je veux dire, je suis pas la personne la plus massive, sauf que je suis quelqu'un qui est assez bien balancé. Tu sais, j'ai pas vraiment de strong point, weak point. Fait que, tu sais, je pense que dans le bodybuilding, c'est super important. C'est pas nécessairement d'avoir des grandes forces, mais ne pas avoir de faiblesse. Ça, c'est vraiment, à part les mollets, c'est pour ça que je coupe la photo au milieu ici. Ça, c'est... tu vois, moi, j'ai pas le temps de faire 25 sets de mollets, en fait, comme Francis. Non, dans le fond, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je suis découragé des faire. Fait que... ça, c'est la vérité.
Pour vrai, les mollets, je pense que ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'ai tout essayé, là. J'ai tout fait les façons de faire les mollets parce que j'étais comme je veux des mollets. Oh, c'est tellement un beau muscle. En fait, tu veux tout le temps ce que t'as pas. Puis tu sais, moi, des beaux mollets, j'ai tout. Je trouve ça beau. Tu sais, c'est beau, c'est laid, tu sais, quand ça finit comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est drôle à dire parce que mon coach voulait en faire, puis c'est lui qui m'a dit, fais-en pas. Puis je dis, ah, pourquoi, tu sais? Tu sais, moi, je suis un bon soldat. Moi, s'il me dit quelque chose, je vais le faire, puis je vais poser une question, mais s'il me dit, fais-le, je vais le faire, tu sais. J'ai entièrement confiance en lui, puis il me dit, you know what? Il dit, you know how many points they work on the bodybuilding sheet? Non? Zero. Fait que je suis comme, ouais, ok, vu de même, tu sais. Fait que il est comme 0. Fait que je suis comme, ok, c'est vrai qu'en short, j'ai l'air un peu fou, mais ce que je fais, c'est que je m'achète des bas. Je sais pas si en France, on dit ça, des bas, des bas plus longs. Comme ça cache ma petite cheville. Comme ça, je suis bon. L'hiver, mon temps de jogging, fait que je suis correct. Ouais, ok, je vois ce que tu fais, ok, je comprends. Exact. Tu vois, hein? Ouais, j'ai compris. Mais bon, ça va, j'ai pas trop ce problème. Encore hier, on m'a encore dit que j'avais des gros mollets, donc tu vois, ça va. J'ai pas trop ce problème. Pour le coup, ça va. Mais ça, c'est quand même, on a beau dire, il y a une partie génétique là-dessus. Comme tu dis, Francis, je pense que tu peux essayer toutes les méthodes que tu veux. Elles marcheront quoi qu'il arrive si ta génétique t'aide. Après, c'est juste que les autres, va falloir cravacher pour que ça prenne un tout petit peu. Exact. Un tout petit peu, exact. C'est ça. Ça prend vraiment un côté génétique quand même. Même si tu les travailles en malade puis en malade, ils vont développer plus, c'est normal. Mais il reste que... Oui, ils développent. Ça marche, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais je pense d'ailleurs, moi, pour le coup, je sais pas si c'est génétique, mais je pense vraiment que c'est épigénétique. Parce que quand j'étais gamin, je faisais beaucoup de soccer, de handball, j'ai fait beaucoup, et de savate, de la boxe française. Donc tout le temps sur les pieds, tu vois. Et je pense vraiment que c'est grâce à ça que j'ai aussi plus de facilité à les recruter, en tout cas. Ben, tu sais, moi, j'analysais un petit peu qui a des plus gros mollets mettons, on regarde dans la vie en général. Puis tu regardes, c'est des facteurs, ceux qui vont qui vont à la poste, parce qu'ils marchent tout le temps. Tu regardes des cyclistes. Fait que toutes ces personnes-là qui, dans le fond, on les utilise tout le temps. Ouais. OK, dans le fond, c'est qu'il y a tellement de fibres lentes qu'il faut que tu les fasses très, très souvent sur une grande fréquence. Puis après ça, ben, c'est de regarder justement comment est-ce que tu vas organiser ça pour être capable de quand même récupérer. Si tu fais du pesant, ben là, tu vas pas faire ça tous les jours. Fait que là, j'ai fait des pesants légers à tous les workouts. À un moment donné, un break. J'ai tout fait. Puis justement, c'est que les mollets, il faut que tu les fasses sur une très, 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 très longue fréquence. Je suis d'accord. C'est ça. Mais ça a fonctionné pour toi, en tout cas. Là. Oui, ça a fonctionné pour mes clients. Mais tu sais, je l'ai fait sur mes clients, puis je vois des résultats. Mais c'est juste que tu peux pas, parce que moi, j'ai des antécédents aussi d'arts martiaux comme toi, Alex. Fait que oui, j'étais sans pointe des pieds, fait que j'ai quand même travaillé ça. Tu sais, c'est comme tu prends un gars qui a fait du cross-country toute sa vie, puis là, tu décides de faire un bodybuilder, ce gars-là, et boy, on a de la job à faire, versus le gars qui joue au football. Ouais. C'est différent, là. Il y a quand même déjà une base athlétique pour ça. Hein. Je pense aussi que la façon que tu marches aussi. Tu sais, moi, j'ai remarqué, mettons, de la façon que je monte les marches. Tu sais, je vais marcher avec un pied plat. Tu sais, je veux dire, je vais pas utiliser une flexion de mollet pour monter une marche. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, je vais marcher comme ça. Puis il y a des gens qui vont marcher comme ça. Tu sais. Fait que ça, je pense aussi que ça a une différence dès le jeune âge, là, de savoir si, dans le fond, tu vas être capable de les solliciter à longueur de journée ou pas du tout. Tu sais, mettons, là, moi, je marche une journée complète, là, j'ai pas mal au mollet du tout. Là, fait que contrairement à des gens qui peuvent les utiliser à chaque pas qu'ils font, là, mettons. Là. Hey, mais tu vas me trouver vraiment freak, là, mais plus jeune, j'ai changé ma façon de marcher pour travailler à chaque pas que je faisais. Je me disais, OK, mentalement, il faut que je me fasse des flexions. Ce que tu dis là, c'est vraiment pas câble. Là. Puis là, je marchais, puis là, j'ai vraiment l'air freak, mais je suis comme ça, j'ai tellement trippé ces mollets. Non, pas freak, c'est intelligent. Je fais des flexions à toutes les fois. Exact. Tu sais, t'en pas des fois qui ont l'air à springer quand ils marchent, là, ben moi, je faisais ça. Ouais, mais c'est ça, il y en a qui marchent. Tu sais, ils se donnent des il y en a qui rebondissent un peu. Tu sais, on dirait qu'ils se donnent. Mais eux, ils ont tout le temps des gros mollets. Tu remarqueras, là, c'est ça. Fait que non, c'est pas fou. Parce que moi, là, j'ai déjà perdu mon permis. Je faisais des shrugs avec mes sacs d'épicerie pour retourner chez lui. Fait que... Quand j'étais à la police, à un moment donné, ce que je faisais, tu sais, si je suis à une place puis il faut que je surveille un endroit, ben, ce que je faisais, c'est que je faisais des mollets sur place. Ah, bah oui. Ça paraît pas. Tu fais des mollets sur place, puis je restais là, je regardais. Fait que moi, j'ai une fixation. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui des mollets, mais j'ai toujours une fixation sur ces mollets. N'importe quel de mes chums peut dire, Frank,
Il a genre tout fait, ses mollets, là. Tu demandais à Philly qui flex ses mollets pour toi? Il l'a Parce fait. que lui, il en a une bonne part. Il l'a fait sur le stage, tant que j'y demande, il était en pantalon, il a levé son pantalon, puis tout le monde a fait comme, holy shit. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, Mais bon, volets. Mais c'est d'ailleurs, son avant-bras qui est impressionnant. vous avez attaqué de regarder Ton avant-bras. son documentaire là sur YouTube là que j'ai vu qui est passé de 2 heures et quelques. Je pense pas. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais bon. C'est nouveau? Parce que Écoute, bah alors je sais pas si c'est vraiment nouveau, mais en tout cas il parle de Phillips à la retraite, donc j'imagine que c'est plutôt nouveau. Je vais essayer de vous retrouver ça. J'écoute tellement pas souvent la télé qu'en fin de semaine, ça prend pas que Même lui d'Arnold, là, j'ai pas vu. Ouais. J'ai pas écouté. Tu l'as vu, toi? Ben, j'ai écouté en fin de semaine. Tout le monde en parlait. Je vais l'écouter. Moi, OK. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est pas malade. Là. C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est ça. Honnêtement, je préférais quasiment pas me payer Iron. C'est comme trop un classique. Là. Celui-là, du coup, The Rise of Phyllis. Non, OK. Et vraiment, il y a 11 jours. Ouais, j'ai sorti vraiment il y a très très peu longtemps. Vraiment intéressant. Il y a toute cette partie où on voit il s'est développé comme basketteur, machin, et on voit que génétiquement déjà il était hyper doué. C'est ça qui est assez intéressant. Mm-hmm. Et il avait ce côté freak, comme tu dis, Francis, où lui il voulait réussir. C'est vraiment, peu importe, il voulait vraiment être le meilleur dans ce qu'il ferait. Et il s'était pas encore trouvé avec le basket notamment. Et puis finalement c'est le body quoi. C'est assez intéressant, ouais. C'est intéressant. Mais je trouve que dans ce qu'il projette, dans ce que, tu sais, mettons, on regarde dans les années antérieures, ce qu'il projetait, c'était vraiment du cockiness, vraiment. Puis aujourd'hui, on a eu des deep talks ensemble quand même. J'ai passé 2 heures après notre gym à jaser, puis il y a eu quand même des choses après sa compétition, après sa retraite qu'il a vécu. Puis je pense que ça l'a fait maturer beaucoup. Puis c'est devenu aussi un gars très humain en raison de ça aussi, je pense. Mais le personnage derrière l'athlète est incroyable, vraiment. Ouais. Oui, puis après c'est pareil, quand t'es à la tête, enfin t'es au sommet pendant plusieurs années que tout le monde veut ta tête. Est-ce que du coup t'as pas aussi raison d'entrer dans ce personnage vraiment de The Dream Killer où tu vois 100%. C'est un personnage, tu sais, c'était pas. Je l'ai jamais vu comme de l'arrogance. Moi, je l'ai vu juste comme de la confiance. C'est le point de la vie. Tu te dois d'avoir ce caractère-là à la chaise que tu emploies à ce moment-là. Si tu ne l'as pas, clairement, Ronnie était pareil. Je m'excuse, mais Ronnie était pareil. T'as besoin d'avoir ce trait-là pour ça. Puis, tu sais, ils l'ont toujours dit par rapport à son succès, quelque chose que Phil avait, tu sais, on disait plein, il était arrogant puis il était coquille, mais une chose, c'est que Phil était à l'endroit où il était parce que tout le monde a dit, il était coachable. Puis quand t'es trop arrogant puis trop confiant, normalement, t'es pas coachable. Ça fait que t'as pas vraiment de succès. Fait que, tu sais, si il était coachable à ce point-là, ça veut dire qu'il y avait quand même le côté humain derrière, le côté compréhensible, le côté, tu sais, tout ça. Fait que moi, je l'ai plus vu comme, justement, comme ce qu'il devait faire à ce moment-là, dans cette chaise-là. Mais pour avoir été guidé comme qu'il a été guidé, puis pour avoir le succès qu'il a eu, clairement, ça prend de l'écoute pour ça, de où ce qui partait, tu sais. Fait que pour avoir ça, il faut avoir les traits de humain puis tout ça, là, qu'est-ce que Francis a dit, là, que j'étais convaincu qu'il y avait à 100%. Tu sais. Ça, c'était sûr. Là. Bon, bah, c'est pas mal. Du coup, la transition, elle est toute faite grâce à Nico pour le sujet du jour. Du coup, c'était un peu parler de coaching et de la différence qu'il pouvait y avoir. Là, tu viens d'aborder un point. Alors, ce qu'on voulait faire, c'était la différence entre moi, ce que je voyais en France, et vous, ce que vous voyez Québec ou Ontario, si vous allez souvent en Ontario, peu importe. Mais justement, ce côté être coachable. Je pense qu'il y a une définition entre être coachable en France et être coachable ailleurs qui est un peu différente. Donc, je sais pas si lequel de vous deux veut commencer par donner sa définition. Bah, après, chacun, je pense, a sa définition de la chose, mais à mon avis, on aura des différences déjà. Ouais, Francis. Tu veux que je commence? Ouais. Il dit ouais, je vais y passer. C'est bon. Bien vu. Non, moi, je sais déjà quoi dire. Moi, je sais déjà quoi dire. Si tu veux, je peux commencer. Non, ben oui, ben écoute. Être coachant, dans le fond, de ce que je vois, c'est que il faut seulement que tu sois capable de donner des bons feedbacks à ton coach, d'être capable de prendre la critique. Ça, c'est un point énorme parce que tu te dois d'être capable de prendre la critique.
d'être ouvert d'esprit à des nouvelles choses parce que moi, j'ai été pendant un certain temps fermé d'esprit parce que des choses que je lisais, que j'avais comme formation, mais que mon coach me donnait pas nécessairement. Puis ça faisait que j'avais des clashs en français, je sais pas c'est quoi, mais j'avais des divergences d'opinion qui faisaient que j'avais une réticence à faire quelque chose. Quand tu as une réticence à faire quelque chose, tu le fais pas à 100%. Ça te bloque, ouais. Puis une autre chose, c'est que je peux faire un gros parallèle aux arts martiaux. Quand j'étais jeune, moi, mon art martial, c'est le taekwondo. Fait que je preach par le taekwondo. Ça, c'est mon art martial, selon moi. Je suis ceinture noire, je suis bon là-dedans, puis c'est la meilleure art martial pour moi. Puis à un moment donné, dans ma formation de police, il fallait que j'aille faire du haïkido. J'arrive au cours d'aïkido, finalement, c'est pas un cours d'aïkido, c'est un cours de karaté qui ressemble drôlement à du taekwondo. Bon, je vais le faire pareil. Je me suis jamais ouvert à ce que les autres enseignaient. J'ai juste fait du taekwondo dans le cours de karaté, puis j'ai pété le nez. J'ai pété le nez à un gars parce qu'on faisait du sparring, puis j'ai juste voulu montrer que moi, j'étais capable, j'étais bon, puis j'ai pété le nez à un gars, j'ai fait une feinte, il a pogné dedans, j'ai pété le nez, puis ça a fini là. Puis là, après ça, je suis revenu, puis je sais pas combien de temps après j'ai fait cette rétrospection-là, je me suis dit, dans le fond, je suis juste cave. J'ai juste appliqué quelque chose que moi, je preachais par ça. Je me suis jamais ouvert au cours qu'il donnait. Fait que j'ai rien appris de ce cours, je me souviens de rien de ce cours de karaté-là. Et j'aurais pu retenir des choses qui auraient été bonnes, mais jamais que j'ai rien retenu parce que j'ai juste appliqué ce que moi je savais dans un autre cours. Fait que l'ouverture d'esprit, c'est ce qui est le plus important pour être coachable. De te dire, hey, sais-tu quoi? Je sais vraiment pas tout, puis je peux en apprendre de quelqu'un qui a peut-être pas les mêmes formations que moi. Puis ça peut être meilleur que ce que j'ai appris. Fait que l'ouverture d'esprit, être capable d'accepter la critique, je pense que c'est les deux choses les plus importantes pour moi. C'est ce qui me vient là. Nico, tu peux en rajouter de ce que tu vois de ton côté. Ouais, tu dis Nito. Nico. Ouais, c'est ça. Non, mais Francis qui a vraiment raison. Puis, tu sais, par rapport là, aussi à l'information, c'est que l'information aujourd'hui est tellement abondante, elle est tellement partout, que c'est tellement facile d'avoir plusieurs divergences, tu sais, de voir quelque chose d'un côté, de l'autre. Puis là, tu sais, ce qui est le fun, c'est ça, c'est ne pas tout le temps religieusement preacher une seule chose, tu sais, parce que la réalité, c'est que il y a plusieurs chemins qui vont amener vers le même résultat, tu sais, souvent ou presque. Puis être coachable, souvent, c'est ça, c'est quand tu as une façon de faire, une philosophie, ben, si tu n'as pas d'ouverture, puis que, tu sais, comme nous, c'est pas évident, comme qu'il dit, parce que, tu sais, mettons, lui, il y a un coach, puis là, il s'instruit sur certaines choses, puis là, clairement, il y a une divergence. Parce que moi aussi, je suis comme toi, je m'éduque à quelque part, le coach donne des consignes, ça n'a pas rapport, puis là, t'es comme aïe, puis là, en plus, toi, t'as un bagage de connaissances. Fait que là, il y a 3 personnes, parce qu'on est coach nous-mêmes. Fait que là, il y a 3 personnes qui rentrent en interaction, des fois, t'es pas d'accord, puis là, t'es comme, OK, ce que j'apprends, c'est pas ça, moi, ce que je dis, ça n'a même pas rapport, puis lui, il veut que je fasse ça. Fait que, tu sais, de trouver, de garder une ouverture d'esprit, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment pas one size fits all, c'est vraiment pas une façon de faire parce que il y a vraiment plusieurs méthodes puis plusieurs façons. Il y en a qui sont peut-être plus old school que d'autres, mais aujourd'hui, l'information est tellement accessible contrairement à avant que ça peut rajouter beaucoup de stress pour un client, je pense, tu sais, de pouvoir souvent. J'ai fait un capsule là-dessus sur remettre en question des directives. Tu sais, souvent, on voit ça. Tu donnes quelque chose à ton client, puis là, ton client va voir un autre gars, ou va voir un forum ou un autre coach. Puis, hey, est-ce que ça, c'est la bonne chose à faire, tu sais? Puis là, tu sais, moi, je me fais poser souvent la question, mettons, je te donne un exemple. Gab m'a donné telle affaire, là. Je suis OK. Ben, je donne une petite opinion bref, puis je dis, ben écoute, s'il donne ça, c'est parce qu'il y a une raison derrière, c'est lui le boss, tu l'écoutes, tu comprends-tu? Faut pas te remettre en question. Fait, être coachable, c'est ça, c'est d'avoir des opinions, des ouvertures d'esprit, puis aussi de poser des questions, tu sais, de poser des questions à ton coach pour avoir des réponses, ne pas aveuglément, peut-être faire des directives sans trop savoir pourquoi. Ça, je pense que c'est la moindre des choses, c'est de savoir le pourquoi du comment. Là, moi, j'ai dit tout le temps à mes clients que j'aime ça expliquer pourquoi je donne certaines directives. Puis j'aime ça aussi avec les clients au début, lui expliquer le chemin que je vais entreprendre avec lui au début, genre ma philosophie.
Parce que si je l'explique pas, ben clairement, peut-être que lui, ça ne lui tente peut-être pas de passer par ce chemin-là. Fait que déjà en partant, si je vois qu'il y a une fermeture ou quoi que ce soit, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je sais dès le départ qu'il n'y aura pas nécessairement d'adhérence ou que comme ça sera pas un bon fit, tu sais. Fait que moi, j'aime ça donner un peu ma méthodologie en partant, même si ce n'est pas encore mon client. Moi, je fais ça. Je sais pas si c'est, tu sais, si Francis, toi, tu fais ça. Moi, j'aime ça expliquer ma façon de faire en partant. Comme ça, les points sont CI. Puis, tu sais, je sais si ça va perdurer dans le temps ou si le client, il veut pas, tu sais, là. Fait que, je le fais aussi, hein. Je le fais ça. Ouais, moi, je fais ça, simplement parce que souvent, je vais te donner la raison pourquoi. C'est que souvent, je vais commencer un client par une recomposition corporelle. Ils viennent te voir pour une prise de masse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont passer par 3 mois de déficit calorique. Si tu lui expliques pas, après 4 semaines, il va juste simplement te dire, écoute, moi, je veux pas passer par là. Fait que déjà, en partant, je lui explique toujours pour pas qu'on arrive dans ce différent-là, tu sais, pour pas que ça arrive. Puis, c'est ça, exactement, d'être le plus communicatif possible, de communiquer tout, que ce soit des choses qui sont simples, banales, des questions des fois que les gens peuvent penser qui sont pas importantes, mais qui le sont. Il n'y a jamais trop d'informations, je pense jamais trop de questions niaiseuses ou quoi que ce soit pour faire en sorte qu'on soit capable de donner les meilleures directives et le meilleur plan de match possible là, pour le client, pour l'atteinte de ses résultats. Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à communiquer les informations, donner des explications aux clients. Je pense que c'est une des choses majeures que tu te dois de faire si tu veux que ton client n'aille pas justement à voir ailleurs puis qu'il fasse remettre en question qu'est-ce que tu fais. Moi, je l'ai appris avec le temps, puis maintenant, ce que j'aime, c'est justement ça, c'est je vais expliquer, comme que vous faites les deux, comme que vous dites, je vais expliquer dans le thinking de me dire comme, moi, là, si on me donne quelque chose à faire, mais que je ne sais pas pourquoi je le fais, c'est tout le temps comme tu le fais, mais si je sais que je fais ça pour telle raison, puis qu'on me donne, on envisage, dans le fond, l'expectation, c'est quoi en français? C'est les attentes. Enfin, ce qu'on attend. Ouais, ce qu'on attend. Les attentes déjà en avance, ça veut dire que la personne, quand elle va arriver à un point, comme que Nick, dans le fond, tu dis, je m'en vais en recomposition corporelle, perte de gras, déficit calorique, ben si la personne ne sait qu'elle va passer par là, next step c'est ça, quand elle va y arriver, qu'elle trouvera pas ça facile, ben ça devient plus facile de dire comme, ah ben, Nico, il avait raison, là. Tu sais, je passe par là, c'est normal. Fait que j'ai pas à me poser de questions, mais ce qui pas, là, on arrive à ce step-là, puis là, quelqu'un va dire, ben voyons donc, là, elle va se remettre en question, et c'est vrai, je me sens comme de la merde, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais toi, si à ce moment-là, là, tu prends les... Non, c'est normal. Mais là, elle va penser peut-être que tu es en train de... Non, c'est normal, mais que tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Si tu mets vraiment... Tu n'es pas sûr, exactement. Tu installes un doute dans la tête, il ne faut absolument pas qu'il y ait de doute. Exactement. La personne doit faire confiance. Même chose dans une prep de compétition. J'ai vraiment de la misère à comprendre un coach qui donne des preps de compétition à quelqu'un, mais qui n'a jamais fait de prep de compétition. Je dis pas que ça se fait pas. J'ai pas dit que ça se fait pas. Je dis juste que selon moi, pour avoir le trust de quelqu'un, ça prend quelqu'un qui l'a déjà fait, qui va te dire comme, hey, tu vas passer par là. C'est ça qui va arriver. Ben, ça se fait pas. Tu le ferais-tu? De quoi? T'engagerais-tu quelqu'un comme ça? Non. Ça se fait, mais honnêtement, là, moi pis toi, là, tu peux pas amener quelqu'un à être un endroit si tu n'as jamais passé par cet endroit-là. Je m'excuse, là, mais je veux dire, moi, c'est mon opinion. Tu as bien beau avoir toute la théorie possible, les façons de faire, les protocoles, les diètes, c'est correct. Mais je veux dire, à un certain point, il va y avoir une étape où c'est comme, tu sais, on le sait entre moi et toi, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont excellents. Puis pour être excellent, il faut que tu passes par le big deep que genre 90% des gens n'arrivent pas à passer au travers, on s'entend, là, OK? Parce que c'est plus difficile, puis les gens ne se rendent pas là, mais tu sais, ces critères-là, là, où la petite différence entre average et excellent, si tu n'as jamais passé là, tu ne peux pas amener quelqu'un là. Moi, ça, c'est mon opinion. Tu peux pas. Tu peux pas parce que t'as pas la méthodologie pour y arriver, tu comprends? Parce que c'est pas facile. Tu regarderas tous les gars qui amènent des gars ultra peel, ultra shred, ont tous passé par là. T'sais, ont tous passé par la condition par eux-mêmes. Fait que moi, j'ai mon opinion pour dire que moi, je trouve que tu te dois, en tant qu'entraîneur,
respectable si tu veux avoir des athlètes comme ça, de l'avoir fait minimum une fois toi-même, puis pas juste une fois correct, une fois comme il faut. Tu sais, parce que tu peux le faire correct 10 fois pas comme il faut, là, on s'entend. Là. Ça prend le bon plan de match. Là. Ça, c'est sûr et certain. Je me demande juste, est-ce que j'ai vu Annie Rambod, est-tu déjà compétitionné? Ouais, c'est ça la question. Sûr que oui. Sûr que oui. Sûr que oui. Je suis convaincu que oui. Je sais pas. Je vois pas comment il peut être là s'il l'a pas fait. Je vois pas ça. C'est une bonne question parce que je suis le seul que je suis pas sûr. Ben, c'est pour ça que mon seul bémol, je peux pas dire que ça se fait pas, c'est que Annie Rambod, je sais pas si elle a déjà compétitionné. Fait qu'à ce moment-là, si tu me dis Annie Rambod n'a jamais compétitionné, je pourrais te dire, il y a tellement... 100%. Tout ce que je viens de dire, ça vaut pas de la merde. Ben, non. 100%. Pas vrai. Ça veut non, juste mais dire... en dire, ça s'applique pas. À 100%. Après, c'est l'exception qui confirme la règle dans ce cas. Exactement. C'est une exception parce que ça reste qu'en ce moment, c'est le meilleur coach sur la planète, tant qu'à moi, tu sais. Au niveau, je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas, pour moi, là, c'est le meilleur. Puis, je veux dire, s'il n'a jamais compétitionné de sa vie, c'est, tu sais, parce qu'on regarde Chris Aceto, tout ça, ils ont tous déjà compétitionné. Ils ont tous déjà fait, là, c'est déjà, mais lui, je serais curieux de faire une recherche parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vu, là. Jamais. C'est mon seul point. Il me semble que dans un podcast, il le dit que justement, il l'a pas fait pour des problèmes de santé. Parce qu'il avait tenté de faire une compétition, il l'a pas fait à cause de problèmes de santé, genre 6 semaines de la compète, il me semble. Hein. Mais après, comme toi tu dis, Francis, l'expérience fait que de toute façon, les preps, il les a vécus en soi. Mm-hmm. Bon, bien sûr, il a dû commencer à un moment donné à préparer quelqu'un sans savoir, ça je dis pas. Mais maintenant, il a tellement d'expérience qu'il doit savoir tout ce qui se passe à tel moment. Et puis, je pense que son gros point fort, et c'est pour ça qu'il est aussi bon, c'est le côté psychologique. Ouais. Exact. Je pense que, mettons, la différence entre... là, on s'entend, il coach des Chris Bumstead, il coach des Phillies, il coach des Derek Lunsford. C'est des gars qui sont rendus au top. Ils n'ont pas besoin de se faire dire « Hey, rendu là, ce sera pas facile. Hey, rendu là. » Mais mettons, on parle de quelqu'un qui commence dans le bodybuilding jusqu'à une coupe de compétition qu'il a faite, qui est rendu au Pro Qualifier, ça fait des années. Je ne crois pas que c'est une bonne option de prendre quelqu'un qui a jamais fait de compétition. Parce que moi, personnellement, j'engagerais quelqu'un qui a jamais fait de compétition, puis il me dirait comme non, c'est normal que tu files autant comme de la merde. Là, je regarde d'autres mondes, là, puis eux autres n'ont pas l'air à filer autant comme de la merde, là. C'est pas normal, là. Puis là, lui, il l'a jamais fait qu'il sait pas dans ce que je peux filer. Fait que je peux pas avoir une super confiance avec la personne. La crédibilité qui prend un coup un petit peu. Exactement. Exactement. Fait que moi, c'est mon point-là. Versus Annie Rambod, là, il viendrait me coacher, puis il me dirait, hey, Frank, je te coach pour le national cette année. J'aurais peut-être un tort avec Khaled. Là. Je serais, tu sais, tu penserais-tu que ce qui arrivera jamais, mais je veux dire, là, je pourrais faire comme mon trust est là parce que Annie Rambod a fait tellement ses preuves. Là, c'est pas une fois qu'il l'a fait. Là. Après, le problème, c'est que... Mon coach pendant presque 10 ans. Okay. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que tu engages un coach, comme tu dis, qui a compétitionné dans des régionales, par exemple, et en fait, tu t'aperçois que ce coach-là, ok, il est passé par là, mais ce qu'il se fait faire, c'est tout simplement le copier-coller de ce qu'on lui a fait faire. Ça, on le voit, je pense que vous l'avez tous les deux vu aussi. Oui. Il y en a beaucoup qui le font, malheureusement, parce qu'ils utilisent leur image pour gagner de l'argent via des coachings. Et c'est aussi ça le danger. Donc, je suis assez mitigé sur le truc, dans le sens où je suis d'accord. Il faut avoir au moins une préparation. Moi, je suis pas attiré par les planches. Par contre, preuve à l'appui, j'ai passé des DEXA où je suis tombé à 3% de masse grasse. C'est pas facile, c'est pas marrant. Comme tu dis, tu te lèves le matin, tu te sens comme une merde. Enfin voilà, c'est ce processus-là, il est pas marrant du tout. Et pourtant, il est nécessaire. Par contre, être attiré par les planches, c'est pas mon truc, moi. Mais ouais, je trouve que pour les gens, ça peut être compliqué. Et puis ça revient à ce que tu disais au début aussi, Nico, c'est qu'en face maintenant, enfin, je m'imagine débutant à l'heure actuelle, et je me dis, je débarque sur Instagram et je vois la quantité de coachs qu'il y a, ou même dans une salle maintenant, il y a 10-15 coachs. Je me dis, mais je vais vers qui en fait? C'est ça le truc. Il y a une problématique, moi, que je vois, c'est que on a tous un travail de résultat. Je dis toujours ça. Mm-hmm. Si tu n'es pas capable de donner un résultat, mais que tu donnes le meilleur service au monde, je veux dire, ton coaching ne vaut pas de la merde. Là.
T'es pas capable de donner un résultat à quelqu'un, quand même bien que tu t'en vas lui brosser les dents le soir avant de se coucher, puis que tu vas le border, ça changera rien. Il n'y a pas plus de résultats. Ce qu'on voit comme problématique, c'est qu'il va y avoir beaucoup de coachs qui vont mettre plein de transformations. Là, il y a plein de transformations débiles, mais on n'a pas le après, par exemple, où ce que la personne, elle n'a pas eu de suivi après son show. Il y a eu un reverse, pas de reverse, il y a eu un rebound de fou, pas de suivi, santé, les tests sanguins ne se faisaient pas, mais par exemple, le coach, tout ce qu'il a voulu, c'est amener un résultat. Il l'a eu parce qu'il a fait prendre des produits, il a fait faire manger des 900 à 800 calories pendant je sais pas combien de temps. Fait il a tout fait ça pour, oui, faire d'un client une shape, là, c'est faisable. Mais est-ce que tu es capable de considérer aussi de garder son aspect santé à un certain point? Il est là le problème. Fait qu'un coach qui a plein de transformations physiques, c'est pas tout, là. Mais avoir un coach qui a des transformations physiques et qui a des bons commentaires de tous ses clients qui ont eu des transformations physiques, là, t'es right on. Oui, clairement. Oui, t'as raison. Mais je pense que, pareil, il y a ce débat en France, je sais pas si vous l'avez au Québec, de savoir si justement, en gros, est-ce que un coach doit mettre ou pas ses avant-après, enfin ses transformations, sur son Instagram ou sur son site, peu importe. Et donc il y a une partie des Français qui pensent que non, parce que ça serait justifier ton travail et que tu serais en train de quémander des clients en postant ça. Moi, je suis plutôt d'avis, comme tu viens de dire, Francis. Justement, tu montres ton travail, que tu es capable de donner des résultats aux gens. Moi, je magasine mon coach comment? Moi, je magasine mon coach avec les physiques à l'aide. C'est 100% sûr. Moi, c'est comme ça que je magasine. Je veux dire, écoute, c'est sûr que c'est pas le seul facteur, mais Francis l'a dit, c'est une question de résultats. Si tu veux des résultats, gagner des concours, tu vas choisir ton coach qui amène des gagnants. Right? Après ça, tu vas calculer le facteur risk-reward. C'est sûr que si le gars il amène des gants de shape, tu apprends qu'il donne 3000 de prenne, ben c'est sûr que tu vas passer un autre appel. Tu comprends? Parce qu'après ça, par les échos, tu vas poser des questions, tu vas peut-être contacter des athlètes qu'il a déjà eu. Moi, j'ai magasiné. J'avais entre AJ Sims, qui est Cement Factory, j'avais Blue, le coach que j'ai en ce moment. J'ai magasiné tout ça, je voulais changer de continent. Je voulais aller aux États-Unis, je voulais apprendre quelque chose d'autre. En faisant mes propres recherches, ben, il y en a que j'ai pu enlever de l'équation parce que tous ces coachs-là, théoriquement, avaient des résultats. Ils avaient tous des résultats. Ils amenaient des gagnants, des gars qui étaient build. Moi, ce que je voulais, c'est une condition hors pair avec des bodybuilders en haut de 250 livres. Moi, c'était ça mon objectif. Puis, ben, veux pas, j'ai regardé, mettons, contacter des clients qu'eux ont déjà eu, quoi que ce soit, des reviews. Pas nécessairement contacter, mais par l'entremise de d'autres gens. Puis, j'ai pu enlever des choses qui m'intéressaient peut-être plus ou moins ou que ça rejoignait pas peut-être mes valeurs ou mon côté philosophie, comme j'expliquais, que j'étais peut-être pas prêt à prendre certains risques ou certains sacrifices sur certains aspects. Puis, mais reste que le premier critère, je m'excuse, quand je parle au niveau compétitif, là, par exemple. Okay? Pour un athlète, là, je pense que les résultats, c'est la première aspect. Là. Tout le monde veut faire un show pour arriver avec le meilleur physique possible puis gagner. Là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Là. Puis après même ça, pas juste pour le bodybuilding. Là. Même pas juste pour le bodybuilding. C'est ça. Excuse, mais je veux dire, si tu payes un coach, il faut que tu aies des résultats. Tu as bien beau dire oui, ça va bien, lâche pas, ça fait 3 mois, il n'a pas perdu de livre, il a les mêmes photos qu'au début. Il a bien beau dire que tout le reste est bien, le suivi est bon, la santé est bonne, mais il n'y a pas de résultat. À un moment donné, il faut passer un autre appel. Là, c'est ça. C'est savoir ton client aussi, c'est quoi son objectif à lui, parce que le résultat va être quantifiable en relation avec son objectif. Si ton client, lui, il a des problèmes de santé, mettons, on ne parle pas de bodybuilding, des problèmes de santé, de gestion, sommeil, ça, ben tu fixes ça. Quand tu vas avoir réussi à fixer ça, c'est des résultats. Là, tu vas avoir des résultats qui vont s'en suivre après ça. Mais c'est juste encore une fois, pas quantifiable sur la faute. C'est ça. Ça va être quantifiable. Après ça va être quantifiable. Mais c'est pour ça que moi, je fais toujours le parallèle. J'aime toujours ça. Vous allez voir, je fais toujours des parallèles pour que le monde comprenne. C'est toujours comme quand tu vas au garage. Tu sais, si je m'en vais au garage avec mon auto, puis je donne les clés au gars, puis je reviens le soir, puis il me dit, écoute, on était 6 garagistes, là. On a regardé ton char, on n'a jamais trouvé c'est quoi. Là, tes clés, ça va faire 2500 $. Je dis, hey, t'as une minute, le père, là. Je veux que mon auto fonctionne, là. Fait que je m'en fous, je vais payer 3000, 4000, 5000, je repars avec mon char, il faut qu'il fonctionne. Tu me donnes les clés, il va rester dans le garage. Ça sert à quoi que tu me donnes les clés?
Trouve le problème. Appelle un 7e garagiste. Trouve le problème. C'est le même principe. Ton char, il est au garage. Ça n'a pas rapport, là, ce que tu dis. Comment? J'ai dit ton char, il est au garage le mois passé. Ça n'a pas rapport, là. Non, ça n'a pas rapport à ça. OK. Mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est que on a autant qu'eux ont un travail de résultat que nous, on a un travail de résultat. Fait que ton client, s'il n'a pas de résultat, je m'excuse, mais tu vas le perdre. Fait qu'il va falloir aller chercher les connaissances pour que tu lui donnes des résultats. Fait que ça reste que c'est là. Ben, nous, là, on s'entend, là, notre Instagram, là, c'est notre CV, là. Ben, c'est ça. C'est Mais tu sais, je ton comprends. CV. Moi, mon compte, c'est tout le temps, là. Where's your resume? Tu sais, il est où ton résumé, là? Je veux dire, tu te dis coach, là, on entend souvent coach, ils sont où tes clients? Ils sont les chefs. Tu sais, je veux dire, sont où tes transfos? Je veux dire, man, t'as bien beau, tu sais, je veux pas rien, t'as bien beau éduquer plein de monde, jeter plein de données, plein de choses comme ça, mais tu sais, la réalité, c'est que souvent, les gens donnent beaucoup d'informations, mais genre, sont où tes athlètes? Sont où tu sais, tu comprends, tu dis telle chose, tu fais telle affaire, OK, mais sont où tes modèles? Tu sais, je veux dire, ça, c'est une autre chose. Là. Je veux dire, si tu as 3, 4, 5, 7 clients, mais tu donnes l'éducation, tu sais, je veux dire, à quelque part, tu sais, c'est correct, tu es un indicateur, mais tu n'es pas un coach. Tu sais, tu comprends ça? Parce qu'expliquer une donnée puis de l'appliquer sur un autre, ça reste que, oui, la théorie, c'est une chose, mais reste que sur le côté pratique, il faut que tu sois capable de l'appliquer dans certaines situations. Puis on s'entend que, moi, je trouve qu'un coach, il est bon pas quand il coach Derek Lunsford ou genre Chris Bumstead ou tout ça, parce que l'affaire, c'est que ces gens-là, un aveugle pourrait les coacher, tu comprends? Puis moi, je trouve que la différence entre un bon coach et un mauvais, c'est quand il est capable de faire en sorte que ça aille bien quand ça ne va pas bien. Parce que quand ça va bien, là, il y en a qui sont hyper faciles à coacher. Il y a des gens, là, tu leur donnes de la nourriture, ils prennent du muscle, puis tu leur enlèves la nourriture, puis ils perdent du gras. Ça, là, il n'y a rien de plus simple que ça. Hein, tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là, je veux dire. Mais il y en a qui ont des morphologies, des dynamiques différents, puis c'est quand ça devient compliqué que tu vois que les coachs qui ont plus d'expérience, mettons, Callum, mettons, Blue, que tu sais, des gens qui ont au-dessus de 100, 150 athlètes, ils ont tellement été mis à des situations différentes souvent, qui sont capables de régler les problèmes, peu importe c'est lesquels. Puis ça s'achète pas, c'est de l'expérience sur le terrain. Tu aurais bien beau pitcher l'information que tu veux. Si tu n'as pas été sur le terrain au-dessus de 2, 3, 4, 500, 600 fois, tu ne pourras pas appliquer ce que tu dis ou quoi que ce soit. Fait que moi, pour moi, je trouve que le CV, de mettre des photos, de mettre des avant-après, je trouve que c'est hyper important. Puis je trouve que c'est ton CV, puis c'est comme ça que tu dois te vendre. Est-ce que c'est tout? Non, mais je pense que pour n'importe qui, c'est comme je te disais, tu vas dans un concessionnaire, mais tu vois pas les véhicules. T'as bien beau savoir qu'il y a 500 postes, mais si tu le vois pas, je veux dire, moi, je prends l'exemple des tatouages. Tu vas dans un tattoo shop, s'il y a aucun tatou qui est affiché, tu vas pas te faire tatouer. Tu vas pas te faire tatouer, là. Ben, c'est con, mais c'est un peu ça. C'est drôle que tu parles de ça parce que cette semaine, j'ai vu un tatou il y a 2 semaines. Moi, j'ai fait détatouer mon bras. Là. J'ai fait une session pour l'enlever, puis je veux refaire par-dessus. Puis un tatoueur en Pologne qui a mis un tatou derrière-moi. Débile mental, OK? Quelque chose là, que j'ai jamais vu de ma vie. Puis là, j'ai consulté sa page. Ça fait 2 semaines et demie que je suis en contact avec. Puis je m'en vais en Pologne, soit début décembre ou début janvier, pour aller faire mon tatou puis faire toute ma manche. Tu comprends? En Pologne, pendant 1 semaine, OK? Mais comme... c'est son Instagram qui m'a vendu ça, là. C'est son tatou qu'il a posté, là. Je veux dire, je le connais pas, le gars, là. Tu comprends? Puis j'ai contacté en courriel. Finalement, les prix marchaient avec ce que je recherchais. Le billet d'avion, tout est raisonnable. Le gars était super gentil. Puis let's go. Fait que, tu sais, j'ai acheté son post Instagram, là, son tatou, là, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est drôle que tu parlais de tatou. Ben, je trouve que le paral, enfin, c'est vrai que tu peux pas aller là, ça sert à rien, quoi. Après, un truc que j'aime bien aussi que tu fais, Francis, c'est les lives. Pourquoi? Parce que quand tu fais un live, que quelqu'un te pose une question, t'as pas le temps d'aller chercher dans un bouquin la réponse, tu vois. Si t'as pas d'expérience, soit tu dis je sais pas, soit t'es bloqué devant la question, tu vois. Et ça montre aussi, je trouve, que la personne, le coach en tout cas en face, il est bon ou pas, quoi. Ouais, exactement. Puis comme que Nico disait tantôt aussi, c'est quand tu as un bon client versus un moins bon client qui a une moins bonne génétique, plus de problématiques, c'est vraiment là que tu vois un bon coach. Tu sais, quand est-ce que tu vas devoir dire à ton client, OK, là, on arrête le gym pour 3 jours, ou là, on enlève des sets pour qu'on enlève du volume, ou là, il faut qu'on fasse un deload, ou là, il faut qu'on fasse un refeed, ou là, il faut qu'on... C'est quand que tu vas faire ça?
Il n'y a aucun coach sur la terre qui a lu dans les livres, il va pouvoir appliquer ça sur le terrain. C'est impossible. Il va falloir que tu fasses des essais-erreurs. Puis, il est là comment tu construis ton CV. C'est que tu vas commencer avec des clients normaux, normal. Puis après ça, tu vas commencer à avoir du monde qui va le performer. Puis à un moment donné, ça va faire du coaching de bodybuilding. Ça, c'est le sommet de la pyramide, le bodybuilding. Ce que je trouve comme problématique qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un gars va faire une compétition, puis comme tu as dit Alex tantôt, là, il entraîne du monde de compétition, puis il reproduit ce qu'il a vécu avec son coach. Non, là. T'es à l'inverse, mon chum. C'est que tu as fait ta compétition de bodybuilding, puis là, tu as découvert que tu aimes ça, va t'entraîner Ginette puis Manon, là. Là, après ça, tu build up, tu prends l'expérience, tu essaies des choses avec ces personnes-là, puis après ça, tu t'en vas tranquillement vers du bodybuilding. Mais ça va te prendre des années à faire du bodybuilding, là. J'ai pas entraîné en bodybuilding depuis quand j'ai commencé, là. Ça m'a pris. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à faire du coaching. Là. Vraiment, j'avais 16 ans. Là. Je savais pas ce que je faisais, mais je le faisais. Puis, ça a été jusqu'à 28 ans que j'ai commencé. 27 ans, 28 ans, mon premier athlète de bodybuilding. Ah, OK. Oui, il y a 10 ans quand même. Il y a 10 ans, et combien de personnes que tu as passé entre tes mains, du coup? Exactement. C'est là que tu vas faire des expériences. Puis même là, quand tu fais ton premier client en bodybuilding, ben, t'es pas sûr à 100%. Ah ben non. Vraiment pas sûr à 100%. Là. Tu fais des choses, puis à un moment donné, tu fais, oh, OK, ben, avec ce client-là, ce type de client-là, tu sais que il va falloir qu'on fasse attention pour ça, puis prochaine fois, on va s'améliorer. Puis chaque fois, il n'y a pas une prep qui est pareille. Avec un client, tu vas pouvoir savoir comment est-ce qu'il réagit mieux, mais avec l'environnement qu'il y a, ça va se moduler dans le temps. Puis c'est là que tu vois un bon coach qui va faire comme, oh, ce qu'on a fait, là, il va falloir qu'on module ça parce que on n'est pas dans le même environnement-là. Là. Mais les gens, puis ça en revient, tu sais, qu'est-ce que je vois comme différence Canada, France, ou juste Canada, au Québec ici, là, c'est que une grosse problématique, c'est que les gens vont magasiner un coach. Ça, c'est parfait, mais le prix du coach. Magasine du coach, magasine des résultats, on l'a dit. Ce que tu vas avoir, c'est des résultats. On va te dire, un tel, il me charge 150 $ par mois. OK? Puis, c'est quoi son pedigree? Ouais, ben là, il commence ça. Ben, mais c'est ça. Mais c'est ça. Moi aussi, quand j'ai commencé, je chargeais pas cher. Mais est-ce que j'avais une confiance absolue de donner des résultats? Non, je l'avais pas autant. Aujourd'hui, je sais que si tu viens faire affaire avec moi, je vais donner des résultats. C'est quoi les résultats? Il n'y a personne qui peut te le garantir. Mais je vais t'en donner. Parce que garantir des... Personne ne peut garantir. Impossible. De quoi? C'est impossible de garantir des résultats. C'est impossible de garantir des résultats dans le temps. C'est impossible. Exactement. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va te dire si tu es avec moi, là, dans 3 mois, je te fais prendre 20 livres un mois. Tu peux faire ça. Dans 6 mois, on va faire ça, on va faire ça. Attends une minute, là. Tu sais, je vais te garantir des résultats. Dans une semaine, il a peut-être pogné un gastro, puis il va en avoir 2 mois avant de remonter à la banque. Tu sais pas. C'est ça. Non, mais tu peux pas prévoir un timeline dans de la gain de masse musculaire. C'est impossible. Il y a trop de facteurs environnementaux extérieurs qui rentrent en ligne de compte. Là. Tu peux pas. Tu sais, il y a des 20 livres garantis les 30 premiers jours au argent remis. Tu sais, c'est pas des balayeuses qu'on vend. Là, tu sais, je veux dire, c'est des corps humains. Là. Et je peux te garantir que si la balayeuse ne marche pas, je vais te rembourser. Là. Mais tu sais, je veux dire, un corps, tu peux pas prévoir 15 livres, 10 livres, tellement de facteurs génétiques ou quoi que ce soit, tu sais, ou de masse, ça peut 30 livres, ben oui, 30 livres de masse adipeuse, là, je peux te donner des coupons rabais du McDonald's pendant un mois si tu veux, là. Tu sais, je veux dire, mais c'est parce qu'il y en a qui basent leur marketing là-dessus aussi, c'est ça que Francis dit. Ah oui, bien sûr. Les gens, des fois, je pense les gens sont pas attrayés, là, ils posent pas les bonnes questions. Ils sont pas dirigés vers le bon genre de questionnement pour se trouver un coach. Comme première question qu'on va dire, combien ça coûte? Non, moi, là, quand je veux gagner Canada, là, je m'en fous de combien ça coûte. Tu comprends-tu? Genre, moi, je veux avoir des résultats. Le prix, là, pour moi, c'est sûr que c'est important, mais c'était pas dans mon échelle de priorité. Là. Tu comprends-tu? Il y avait bien d'autres choses qui venaient avant ça. C'est sûr que la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se l'offrir, mais la question que Francis disait tantôt, c'est à quel point tu veux tes résultats, à quel point que tu veux y arriver, à quel point tu es tanné, ça fait combien de temps que tu n'as pas de résultats, ça fait combien de temps que tu arrêtes à telle place 3 fois semaine de manger telle chose, combien ça coûte, tout ça. Fait que, tu sais, l'échelle de priorité et le questionnement que les gens se font, je pense, n'est pas toujours, c'est pas toujours les bonnes priorités en premier, tu sais, que les questions. Ouais, c'est ce côté-là en France, on l'a beaucoup. On choisit son coach pour l'argent.
on choisit son coach parce qu'il est fun sur Instagram. C'est pareil, être fun, ça donne pas des résultats pour le coup. Donc bon, alors c'est sûr, je sais pas comment sont trop vos clients, mais je pense qu'en France, justement, la critique est très mal acceptée. Donc quand tu critiques ton client, mais quand tu critiques ton client, justement, c'est ton client, c'est lui qui te donne ton argent, donc tu le critiques de façon comment dire, positive pour qui constructive exactement. Et le but c'est qu'il progresse, mais ça c'est très mal accepté en France. Donc du coup ils vont choisir quelqu'un qui est cool, comme ça au moins t'es tranquille, tu sais qu'il va pas te faire trop de mal. Et puis l'autre truc aussi, ça va être de choisir quelqu'un qui parle, enfin si on parle de bodybuilding en tout cas, quelqu'un qui parle ouvertement de produits et de ce qu'il fait. Et ça je suis pas sûr non plus que ce soit la bonne question à se poser, en tout cas en termes de priorité de questionnement. Tu veux dire que les coachs soient des livres ouverts sur leur propre consommation? Ouais, sur ça, ou sur même de dire, par exemple, je sais pas moi, t'es une fille, bah tu vois un petit peu ce que tu disais, Francis, t'es une fille, moi je te promets que tu vas pas viriliser avec moi. À quel moment tu peux promettre ça à une fille qui prend des produits? Non, je peux pas. Moi, j'ai un message à tous les Français qui vont écouter ça, là. En tout cas, ceux qui vont l'écouter. Moi aussi, je l'ai. Ah. Contactez-moi pas. Non, le message que je veux lancer, c'est que tout ce que tu vas faire, dans le fond, l'argent que tu vas prendre de tes propres poches et que tu vas donner à un coach, faut pas que tu le vois comme une dépense. Parce que c'est vraiment un investissement que tu fais en toi. L'argent que tu vas prendre et que tu vas donner à un gars qui est fun sur Instagram, qui va parler de stock, qui n'a pas de connaissances, puis qui te donne pas de résultats, là, on parle de dépenses. Fait que ton 150 que tu donnes à un coach qui te donne pas de résultats, là, c'est une dépense. Prends un coach qui va être à ton écoute, qui va avoir une structure dans son coaching, qui va être hard avec toi, là, qui va être exigeant avec toi. Parce que si tu n'as personne qui est exigeant avec toi, puis que tu cherches quelqu'un qui va te flatter dans le sens du poil, qui va être vraiment comme doux avec toi, tu n'auras pas de résultats. Tu n'en auras pas de résultats. Parce qu'il faut que tu sois capable d'adresser les choses, d'avoir des hard talks avec la personne, puis de dire comme non, ça, c'est pas bon, faut que tu fasses ça de cette façon-là, de cette façon-là. Tu payes le coach pour qu'il te donne des conseils. Donc, quand il te dit quelque chose, prends-le, puis applique-le. Puis après ça, si ça fonctionne pas, tu pourras dire que c'est pas bon ce qu'il fait. Mais fais à 100% ce que le coach te dit. Tu fais un investissement dans ton coach pour qu'il te donne des résultats. Et là, quand tu vas avoir des résultats, tu vas avoir un reward. Tu vas être comme, oh, OK, je commence à avoir mes abdos, je commence à avoir ci, je commence à faire ça, j'ai plus de force, j'ai plus de ci. Là, tu vas commencer à savoir que, OK, ce que je fais, c'est que je donne de l'argent, mais c'est un échange que je fais. J'ai un échange d'argent contre ces connaissances qui me donnent des résultats. Hey, c'est assez payant, je trouve. C'est que le problème, c'est que les gens, justement, vu qu'ils magasinent en France, de la façon que tu me parles, Alex, le prix, vu qu'ils magasinent le prix, ils n'ont pas beaucoup de résultats. Fait qu'ils le voient toujours comme une dépense, toujours comme une dépense. Fait qu'ils ont un peu des résultats, mais pas assez. Puis le coaching, justement, vu que c'est un gars qui est fun, qui a plusieurs reels sur Instagram, qui a 150 000 followers, penses-tu vraiment que le temps de s'attarder à le dimanche soir ou le lundi matin à faire tous ces check-ins, regarder ces choses comme il faut, d'ajuster, il fera pas ça. C'est du copier-coller. Fait que sur 50 personnes, il va en avoir 15 qui ont des vraiment résultats. Et ce coach-là prend les 15 résultats, puis là, il va les mettre sur Instagram. Mais les 35 autres, là, je sais pas si ça fait ça, 35 plus 15. Ouais, c'est ça. Ouais. 35 autres, là, on les voit pas, les 35 autres, là, qui n'ont pas de résultats. Puis eux autres sont en maudit d'avoir payé 150 par mois. Puis là, eux autres, quand nous autres, on va leur expliquer en ce qu'on fonctionne, puis qu'on charge 200, 300, 350 par mois, on va faire, ben là, c'est ben trop cher. Oui, mais ton thinking est biaisé par rapport à ce que tu as eu. Ta perception qui est pas bonne. Et oui, mais du coup, le problème, c'est que ton expérience te conforte à penser comme ça. Mais dès le début, si tu avais fait le bon choix, comme tu dis, même si, enfin, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de choisir, de poser des questions, comme tu dis, tu as le temps. Maintenant, avec Instagram, justement, c'est facile. Tu peux poser beaucoup de questions au coach. Tu peux poser des questions, justement, aux gens qu'il a pu poster en avant-après. Tu les contactes. Ça coûte rien. Et puis, tu peux prendre le temps de mettre suffisamment d'argent de côté pour te payer ton coaching, enfin, ton investissement, en fait. C'est ça le but. C'est comme quand tu achètes une voiture. Bon, c'est pas un investissement. Quand tu achètes une maison, c'est un investissement. Bah, tu mets de côté avant d'acheter la maison. Bah, c'est un peu pareil là. Et si tu prends le temps de faire tout ça, je pense que ta première expérience avec un coach, elle peut pas être si mauvaise que ça, en tout cas. Exact. Non. Je trouve ça plate. J'en ai
J'en connais, j'ai Émeric Leroux qui est ici, qui vient de déménager au Québec. Puis c'est un de mes clients. Puis lui est en France, puis il m'expliquait comment est-ce que ça fonctionnait, comment est-ce que les gens sont vraiment. Faut que tu ailles dans les maisons entraîner le monde. Je sais pas si c'est comme ça de ton côté, Alex, mais c'est beaucoup plus ça qu'il disait. C'est que tu te déplaces dans les maisons avec un ballon puis une corde de danser, tu entraînes le monde dans la maison. C'est 20-25 $, c'est fini, c'est 45 minutes. Les gens veulent juste dire qu'ils sont entraînés. Mais il y a une différence entre est-ce que tu veux t'entraîner pour dire que tu t'es entraîné ou tu vas avoir des résultats? Fait que c'est toujours ça la question que tu veux te poser. Fait en France, si vous écoutez ça, tu veux-tu des résultats ou t'en veux pas? Si tu veux des résultats, Alex il est là, on fait du online, Alex est là aussi. Vous contactez des gens qui vont vous donner des résultats, pas quelqu'un qui va t'emmener un ballon chez vous avec une corde à lancer. Ouais. Il y a aucun entraîneur sur la terre ici qui veut donner du l'hypertraining à quelqu'un qui va travailler avec un ballon. Là. Bah, tu vois, c'est ça le problème, et t'as bien résumé la chose. En fait, on a donné en France légalement, on a facilité l'accès à être coach. En fait, avant, il fallait au moins 1 an de formation, ce qui s'appelait le PPGEPS. Bon, peu importe. Fallait que tu aies 1 an de formation. Une formation, on l'a tous faite. T'as de l'anatomie, t'as de la physionomie, t'as de la science de l'entraînement. Enfin, c'est quelque chose de basique entre guillemets, mais qui te permet de coacher. Et maintenant, si tu veux, ils ont passé une formation qui se fait en moins de 3 mois, je crois, où tu peux du coup avoir directement ta carte professionnelle pour coacher. Le problème, c'est que du coup, tu as de plus en plus de coachs qui vont coacher dans les petites franchises, dans les petites salles, par exemple, et qui vont, comme tu dis, ils vont charger 30 € de l'heure, 25 € de l'heure. Ce qui est du coup quand même assez ridicule, parce que si tu veux quand même bien t'entraîner, pour moi, ça vaut pas ce prix-là, hein, clairement. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, j'ai quelqu'un qui me prend 30 €. Pourquoi j'irais prendre quelqu'un qui me prend 100 €? Tu vois, c'est ça, ce raisonnement qu'il y a en France, c'est cette problématique. Ouais, mais en fait, ici, vous êtes chanceux, ici, il n'y a même pas besoin d'avoir de certification. OK. Pour faire en salle ou pour faire en ligne? Ah, pour faire en salle, oui. OK, pour faire du plancher, oui. OK, t'as raison. Mais pour, mettons, faire qu'est-ce qu'on fait, moi puis Francis, mettons, clairement, tu pourrais le faire avec aucun diplôme. Mm-hmm. Tu t'ouvres Instagram, tu fais des suivis, tu pourrais... Mais oui, pour faire du plancher, t'as raison, ils vont te demander une mini-formation là, d'1 mois, 2 mois, 3 mois, comme tu dis. Ouais, c'est sûr, j'avais pas vu ça comme ça. Là. Mais le plancher, tu vois, le plancher, c'est une autre chose parce que ça apporte pas de résultats. Tu sais, les gens vont se servir de toi comme accompagnateur, tu sais, c'est comme t'es un ami, puis la seconde, tu sais, ils peuvent faire 5 ans avec toi, puis le jour où t'es plus là, ben c'est terminé. Là, tu sais, il retourne à la case départ. Fait que c'est pas... tu sais, quand tu travailles pour des résultats, moi, des fois, ça m'arrive, des fois, avec un client, 2, 3 mois, 4 mois sans résultat, je dis, écoute, veux-tu encore continuer? Parce que, genre, moi, je trouve ça plate, tu sais, de passer une fin de semaine, de regarder ton check-in, puis de faire encore, bon, il a encore pas fait ce qu'il avait à faire. Tu sais, moi, ça, oui, c'est des sous, mais d'un autre côté, ça me fait perdre mon temps, puis j'aime pas vraiment ça, tu sais. Fait que j'aimerais mieux pas l'avoir, tu sais, ce client-là, là, c'est à ce point-là, là. Moi, après 2, 3 mois, là, si t'avances pas, là, je vais te mettre dehors. Honnêtement, là, j'ai déjà eu une couple de... Puis souvent, je les menace, puis c'est drôle, ces gens-là, c'est plate. Ils fonctionnent sous la menace parce qu'ils savent que toi, t'es seulement la petite corde qui pend dans leur trou. Puis si tu retires la corde, ils savent que eux, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils faisaient avant va retourner. Tu sais, t'es comme la petite bouée de sauvetage, là, tu sais, le petit check-in qu'ils donnent. Fait que t'es comme le frein sur l'accélérateur toute la semaine, comme je vais pas manger ça, mais je vais suivre à 70%. Tu sais, tu leur donnes une mini-structure puis une mini-ci, mais la seconde, t'es plus là, c'est terminé, là, ça dérape à mort. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que ces gens-là, quand t'es menaces après ça, j'en ai comme 2, là, 3 comme ça. Si toi, je les menace, je les mets au pied du mur, ou je leur donne des ultimatums, c'est fou, là, les résultats viennent direct. Eux, ils marchent au fouet, là. Tu sais, c'est comme, c'est plate, mais c'est ça. Ouais. Non, mais ça, c'est pareil. En France, pour le coup, c'est assez marrant. Mais là où je voulais en venir, c'est que du coup, c'est vrai que les gens, quand ils voient ça, cette différence que, comme tu disais, Francis, en fait, la différence entre 150 et 300, eux, ils sont pas capables de, directement, en tout cas, quelqu'un qui est pas chevronné dans le milieu, il sera pas capable de la détecter. Et du coup, il va se dire, je vais aller au moins cher parce que il fait la même chose, apparemment. Tu vois? Sais-tu comment ça m'a coûté pour aller m'entraîner avec Chris Cormier? Je sais pas si vous connaissez Chris Cormier. Ouais, bien sûr, ouais. Chris Cormier, moi, j'ai pris contact avec lui quand je suis allé à Vegas, Olympia, il y a une couple d'années. C'est un gars de party, puis Vegas, on faisait le party, puis je commence à jaser avec Chris Cormier, puis finalement, on est allé manger ensemble,
J'ai vraiment connecté avec lui, puis finalement, il m'a dit, hey, il faudrait que tu me fasses un camp d'entraînement avec moi, une semaine avec moi. Je suis comme, hey, let's do this. Ça m'a coûté 350 US par jour pour m'entraîner avec lui. Fait qu'après ça, quand quelqu'un me dit, ouais, je suis sérieux. Quand quelqu'un me dit, ouais, mais c'est cher, moi, je me dis, c'est cher comparativement à quoi? Parce que moi, je me sentais avec Chris Cormier, puis il m'a appris des choses, là. Mais tu t'entraînes pas avec non plus le gars qui a le plus de connaissances sur la Terre. Tu t'entraînes avec Chris Cormier parce qu'il a sa notoriété, puis tu vas peut-être, dans toute la semaine que j'ai passée, avoir 3 choses que tu retiens de ça. Mais ces 3 choses-là, ils valent le 350 $ par jour que j'ai payé. Parce que ces 3 choses-là, comme, oh, là, je peux les appliquer dans mon entraînement maintenant. Puis il y a des choses qu'on a même si c'était juste un. Même si c'était juste un. Même si c'était juste un. C'est un de plus que tu avais au début. Oui. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous, on paye pour ça, le prix qu'on charge, la différence. Je sais que toi, je pense que tu fais des privés, je pense, avec Luke Miller, je pense. John Stewart et Luke Miller sont ensemble, des fois, c'est ça. Ils sont en alternance. Bon, tu vois, ça, c'est qui va faire ça? Moi, j'ai pris quelqu'un d'autre, moi. Mais, je suis un mentorat comme ça, privé, là, un pour un. Je dis au monde, là, combien vous pensez que ça coûte, ça, pour avoir ces connaissances-là? Là? Je veux dire, tu peux prendre ton entraîneur à 150 $ par mois, mais moi, d'un autre côté, là, formation continue, là, au-dessus de 1000 $ par mois juste en formation, là, minimum. C'est comme ça, ben, c'est ça. C'est que tu payes pour la qualité du service, puis pour les réponses aux questions, puis pour les petits que tu vas pouvoir apporter comme les 2-3 trucs que tu as appris là-bas, ben ces 2-3 trucs que tu vas pouvoir donner à tes clients que les autres vont pouvoir appliquer. Mais moi, je dis tout le temps au monde, il n'y a jamais rien de gratuit. Tout vaut de l'argent. Tout. T'échanges les connaissances contre du cash. Pas compliqué. C'est soit du temps que ça prend ou de l'argent. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a jamais rien qui est sans ça. Fait que c'est un échange de services, mais ton service, il a coûté tant de temps, puis il a coûté tant d'années. Il t'a coûté de 21 ans à 35 ans, il t'a coûté telle formation. À un moment donné, il faut que ça se rentabilise, puis l'information que tu divulgues, ben, elle aussi, elle vaut de l'argent, elle vaut quelque chose, puis ça t'a pris du temps, toi, l'accumuler, ben, c'est comme, je sais pas, il y avait un dicton, là, des gens qui disaient, là, il y avait quelqu'un qui faisait une job, mettons, en 5 heures. Oui. Là, le ligne, c'était genre, tu me payes pas pour la job de 5 heures, tu me payes pour les 10 années que ça m'a pris pour apprendre à ce que ça me prenne 5 heures la part. Tu sais, quelque chose comme ça, là. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, là, je me rappelle plus trop c'était quoi le métier, mais c'est comme, c'est ça, c'est amplement ça, tu sais, c'est l'accumulation d'années, d'éducation, de temps, de tout ça, ben, ça fait qu'à un moment donné, ben, ça valorise, dans le fond, le prix de ton service, là, de ce que tu peux offrir. Non, mais... Oui, je suis curieux, Alex, dans le fond, de ton côté, en France, le pourcentage de gens qui veulent performer dans les gyms, qui veulent s'entraîner pour performer dans le style bodybuilding, mais ne veulent pas faire nécessairement de la compétition ou qui veulent faire de la compétition, c'est-tu quand même élevé ou les gens, Non, pourtant, je suis à Lyon, donc quand même une grande ville, tu vois. Je vais te prendre cet exemple-là, quand même, qui est concret. Dans la plus grosse salle de la ville, hein. Franchement, si on est 5%, c'est tout. Tu vois. Les gens s'entraînent pourquoi? Sinon, c'est quoi leur purpose? Alors, le côté, on a une mouvance qui est assez importante sur le côté, on fait du squat soulevé de terre, bench très lourd. On essaye en tout cas. Donc il y a beaucoup de gens qui s'entraînent quand même comme ça. Le problème c'est que justement, je suis pas spécialiste de force, tu vois, mais moi je vois pas de résultat par rapport à ça. Donc je me dis que s'ils font ça plus pour le fun que pour la performance. Et après il y a beaucoup de le côté c'est vraiment une mode. C'est-à-dire qu'on vient en groupe d'amis. C'est la mode. En fait, on doit avoir notre abonnement. Clairement. Tu vois. Et c'est vraiment ça qui, surtout chez les hommes, c'est marrant. Surtout chez les hommes, je le vois. Chez les femmes, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes impliquées pour avoir des résultats. Vraiment. Et ça se retrouve chez mes clients aussi, tu vois. Ben, moi, j'ai plus de clientes femmes en France que des hommes. J'en ai pas d'hommes en ce moment. J'ai juste des femmes. Puis je vois que c'est vraiment plus,
je vais faire du bikini, je vais faire l'entraînement, je vais performer. J'en ai une, elle était descendue de France pour venir ici, pour se faire entraîner par nous autres. Elle était maniaque de training, là, tu sais, elle voulait se pousser au gym tout le temps. Mais c'est vrai que des hommes, j'en ai pas nécessairement. Et il y a un gros problème d'ego, tu vois. Je sais pas si vous avez le même, mais en France, le problème d'ego des mecs, justement, c'est de se dire, je peux pas me faire dicter quelque chose par un autre gars. Donc, du coup, dans le sens où tu vas lui dire de faire ci, ça pour l'entraînement, pour la diète, et ben, lui, il aimera pas ce côté-là. Par exemple, sur l'entraînement, si tu lui dis, ouais, mais faire 5 reps au développé couché, ça te sert strictement à rien parce que toi, tu me dis que tu as un objectif d'hypertrophie, et ben, lui, il va pas accepter ça. Donc, du coup, il va pas le faire. Wow, c'est un gros problème, ça. C'est un sacré Nous, problème. on n'a pas ça. Alors, je dis pas que c'est tout le Nous, monde, on n'a attention. pas ça. Je dis pas que c'est tout le monde, mais je le vois trop souvent. Écoute, je pensais qu'au Non. Québec, on avait un problème d'ego, mais ça, c'est way Ouais. before. Ouais, nous, c'est pas comme ça. Je dirais que les gens sont quand même ouverts à apprendre de nouvelles choses puis des connaissances. Moi, je me fais poser souvent des questions par d'autres gars dans les gyms qui ont déjà beaucoup d'années d'expérience quand même, puis tu sais, posent des questions ou sont ouverts à apprendre des choses, puis ils pensent pas qu'ils sont au-dessus de tout. Là. Tu sais, là, mettons, si on généralise, mettons, notre communauté de bodybuilding, là, qui est quand même, tu sais, t'es courageux de faire ça, Alex, dans un coin où comme tu parles de genre de clientèle, c'est quand même tout un risque de vouloir se lancer là-dedans, tu sais, avec une population qui est peu de réponses, ou ce que c'est un marché qui est difficile, ou ce que les gens, c'est courageux de ta part. Nous, quand même, tu sais, qu'on a quand même une belle grosse communauté de bodybuilding, je trouve, au Québec. Là. Je trouve que c'est quand même assez... on a quand même des belles compétitions avec des 200 athlètes là, au total. Tu sais, mettons, dans une année, 200-300, c'est quand même beaucoup, je trouve. Là. Moi, je trouve qu'il y a une belle réponse des clients ici par rapport à ça, là, de ce qu'on peut leur donner ou quoi que ce soit. Je Ouais, pense qu'on est proche des États aussi, hein, c'est pour ça. On est quand même proche des États-Unis. Je pense que je sais pas si à cause de ça, ça a son effet, mais Ouais, c'est ça. Mais ce que je vous disais tout à l'heure en off, vraiment, je pense que l'impact, comme je vous avais dit, l'exemple des cégeps où vous avez une salle de musculation en général, et versus en France où c'est pas du tout développé, ça fait que de base, pour vous, je pense, en tout cas, c'est plus normal de s'entraîner et c'est plus normal de s'entraîner pour avoir des résultats, donc de prendre un coach, que en France, ça fait pas partie de la culture. Ça fait pas partie de la culture de base. On va plutôt dire, tu sais, le fameux stéréotype du Français avec son fromage, sa baguette et son chapeau, son béret. C'est plus ça, tu vois. C'est plus ça qui est normal en France encore que être en bonne santé. J'ai remarqué d'ailleurs même chez les clients que je récupère qui sont pas typés body, il y a une alerte niveau santé de se dire et finalement être le fameux bon vivant, c'est pas très sain pour moi. Du coup, je m'oriente vers le sport. Mais c'est en réaction, tu vois, c'est pas en prévention. mais je me lance dans quelque chose que j'ai juste pensé à ça live là, mais en France, si je me trompe pas, si on regarde une femme, qu'est-ce qui est son idéologie d'un homme, mettons, peut-être qu'il n'est pas autant musculaire qu'un gars peut avoir comme au Québec. Peut-être que c'est tellement dans la norme d'avoir un gars qui est plus petit, plus ça doit avoir un gros impact sur comment est-ce que l'homme doit se percevoir, puis se dire, moi, il faut que je sois comme ça pour la gente féminine. Versus au Québec, si tu es en shape, si tu es musculaire, good looking, c'est clair que tu as accès à plus de femmes. C'est très cave à dire, là. On va se dire les vraies choses. C'est sûr que si tu es plus musculaire, tu vas attirer plus de gens féminines. Versus peut-être qu'en France, vu que c'est moins idéologie, peut-être que les gars sentent moins l'obligation de s'entraîner pour être en shape. Puis là, je dis ça, là, pas parce que je suis comme ça ou quoi que ce soit, mais quand tu commences à t'entraîner, là, il y a quand même une problématique de confiance en toi qui est un petit peu plus. Puis t'es pas cave, là. Tu le vois un peu le pattern. Si t'es un petit peu plus gêné dans la vie, ben tu vas dire, crime, je vais m'entraîner, puis ça va me donner une petite confiance en moi, puis je vais peut-être être capable de plus aborder les filles. Puis là, je vais deep là, quand t'es jeune, là, mais ça part peut-être de là. Ouais. C'est ça mon thinking là, que je suis en train de process. Là. Ouais, franchement, ce serait intéressant de regarder ça vraiment, ce côté-là. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Mais je pense que non, parce que, écoute,
Tu sais, nous ici, déjà en partant, tu sais, au Québec, mettons, si t'es plus musclé que la moyenne, déjà en partant, tu vas quand même te faire, pas nécessairement regarder croche, mais tu vas te faire remarquer. Ça, c'est sûr, tu sais, tu vas te déplacer à quelque part, tu vas peut-être être plus souvent, tu sais, remarqué. Mais je suis sûr qu'en France, là, tu sais, combien de gens musclés vous croisez dans une journée, là, tu sais, des fois, probablement zéro pendant 2, 3 semaines. Tu sais, ici, ça, c'est pas possible. Ouais. Ici, c'est pas possible. Tu vas en voir partout. Fait que, tu sais, je pense que, comme tu dis, Francis, de ce qu'une femme peut trouver attirant, tout ça, je pense que ça peut avoir un méchant gros impact sur qu'est-ce que l'homme veut ressembler, tu sais, parce que veut pas, ça a clairement un rapport avec la confiance, puis tout ça, l'idée de départ derrière l'entraînement, on parle dans le bas âge, là, à 14, 15 ans, 16 ans, soit tu trouves, tu sais, mettons moi, je commençais à m'entraîner parce que je me trouvais trop maigre. Mais en France, si c'est la normale, être trop maigre, ben, j'aurais peut-être jamais commencé à m'entraîner parce que dans le fond, c'est ce que les gens veulent avoir l'air. Quand mince et élancé. Tu sais, tu comprends? Mais ce que moi, je voulais pas parce qu'ici, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement ça, tu sais. Fait que moi, je pense que Francis a amené vraiment un bon point. Je pense que ça peut clairement avoir un impact, là, sur ce que les gens, à la salle. Moi, mon petit frère, il avait 15 ans qu'il a commencé à s'entraîner. Fait que t'as pas besoin d'être au cégep, là, il est encore au secondaire, là, tu vois. Puis ils ont déjà l'intérêt d'aller à la salle. La salle n'était pas dans l'environnement, dans l'école, mais l'intérêt est là quand même. Pourquoi? Parce que les filles aiment ça, les gars musclés. Puis je le sais que mon petit frère a voulu aller à l'école pour pouvoir aller au gym, pas nécessairement pour, oui, se muscler, mais tu sais, il était prêt, il était pas mince, il était pas maigre, c'était pas un problème de confiance. À quelque part, il sait qu'il allait attirer plus de femmes, puis je pense qu'à 15-16 ans, ça a peut-être été le point de départ pour pouvoir éventuellement y aller. Puis après ça, ben tu sais, tu peux commencer peut-être à le faire pour de meilleures raisons éventuellement plus tard. Là. Parce qu'on dit plus de femmes, on dit pas qu'ils sont plus intelligentes, par exemple. On dit plus de femmes. Mais tu sais, exact. Mais tu sais, mon point, c'est pas tellement que, hey, il faut que tu fasses ça, sauf que, je veux dire, dans la nature humaine, là, tu sais, je suis vraiment deep, j'aime ça des fois avoir ces tinks-là, mais on est des animaux, là. Je m'excuse, mais on est des animaux à la base. Ouais. Donc, on a quand même une croyance, un think de, OK, mais il faut que je me reproduise, faut que... Fait que quand tu es un jeune, puis que tu vois que les gars qui ont cette capacité-là, ben c'est les gars qui sont plus musculaires. Les gars, tu sais, l'idéologie football américain là, aux États-Unis, là, le gars typique qui pogne à l'école, dans tous les films qu'on voit, American Pie, tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est le gars qui est musclé, les cheveux blonds, les yeux bleus, puis qui joue au football. Lui, toutes les filles sont après. Fait que quand toi t'es jeune, puis t'as 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis t'écoutes ça, Christy, ça se peut-tu que tu veuilles peut-être ressembler un peu à ça? Ouais, les cheveux. Ouais, ben non, je l'ai plus partout. J'ai réglé le problème. C'est pour ça que j'ai une casquette. Pas pour faire de la pub à la TV partout, là. Moi, je me laisserai pas abattre. Turquie, je m'en viens. Ils m'auront pas. Non, mais c'est vrai, ça, ce que tu dis sur le côté, sur ce côté-là. Et puis après, je sais pas si ça c'est comme ça aussi chez vous, mais tu sais, en France, on dit toujours, on en a encore là, en tout cas, de dire, on peut pas attaquer la musculation tôt parce que ça va couper la croissance chez les jeunes. Ouais. Tu vois, on en a encore là. Ouais, on entend ça ici aussi. On entend ça ici aussi. Mais ça, moi, j'ai déjà entendu ça. De quoi? Est-ce que vous savez d'où ça part, ce genre de mythe-là? Non, je sais pas. C'est une idée, là. Ça, c'est parti dans le temps que les gens regardaient les athlètes olympiques. Puis là, on avait les soulevés de terre, les gros squats. C'est les corps à squat. Donc, tout ça, c'est parti de là. Fait que là, les gens regardaient, c'est toutes des petites personnes qui font ça. Pourquoi? Parce que leurs leviers sont plus courts. Ben oui. Fait que là, tout le monde a dit, hey, vous voyez, tu sais, c'est pas nécessairement bon, ça retarde la croissance. Mais c'est tellement négatif, oui, c'est avantageux, c'est tout. Tu fais le chemin inverse quand tu penses comme ça, c'est clair. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais, Nico, j'ai le meilleur exemple. Ma compagne, c'est clair, elle est wellness, elle est pro wellness. Ouais, je peux te dire, à chaque fois qu'on prend le métro, ou peu importe qu'on va en ville, les gens ils sont comme ça, tu vois. J'ai jamais vu ça. Et pourtant c'est qu'une wellness, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, mais
Donc, Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement anormal, tu sais, c'est 0,001% de la population, ouais. là, tu sais, fait et c'est ça, les gens ne trouvent pas ça, c'est hors norme, fait que les gens vont regarder. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas, tu sais, par exemple, c'est juste qu'ils vont regarder, là, tu sais. Mais, tu sais, clairement, s'ils aiment pas, ben, tu sais, comme la population n'aime pas ça, ben, c'est sûr qu'ils vont pas être attirés vers, tu sais, mettons, aussi, le modèle, tu sais, ils vont peut-être regarder ta copine, puis là, ils vont dire, ah, si moi, je suis une femme, puis je m'entraîne, je vais ressembler à Oui. ça. Donc, je n'irai pas. Mais clairement, même si tu allé au gym 300 fois dans l'année, tu ne ressembleras même pas à une fraction de ça. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, ils vont associer ça, ils vont dire, ah non, moi, je veux pas être comme ça, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que même si tu allé au gym, tu sais, X nombre de fois, ben, tu n'aurais même pas l'infime partie de tout ça, là, tu sais, là. Ça, vous en avez aussi des clientes ou clients qui arrivent en vous disant, moi, je veux me muscler, mais je veux pas ressembler à... Hey, mais t'as quel... 80. Oh, oui. Première rencontre, hein. Tu sais, moi, je vais être en shape, mais pas comme toi. Je dis, inquiète-toi pas, ça arrivera jamais. Ouais, mais c'est vrai, Ah, mais Ah, ça arrive tout le temps, tu sais, mais c'est correct. C'est des gens qui manquent de connaissances, d'informations. Tu sais, on est là pour les guider. Là, à ce moment-là, avant, ça me triggerait plus, tu sais, quand je me faisais dire, mettons, tu sais, moi, je vais être en shape, tu sais, mais un peu plus que toi, mettons, où là, j'étais comme, hey, t'es sérieux? Moi, je me disais tout le travail que tu fais. Mais Ouais. aujourd'hui, plus que t'es confiant dans ce que tu fais, plus que t'es, dans peu importe ce que t'es, c'est vrai. plus que quelqu'un va te dire de quoi, ça te touche même plus. Mm. Fait qu'aujourd'hui, je suis juste comme, je le prends à rien, je suis comme, ben là, j'espère que tu es plus en shape que moi, ou tu sais, je vais dire des niaiseries comme ça. C'est vrai. Avec la confiance. Ben ouais, Ça c'est trigger moi. Il y en a toujours un dans le gym qui vient te voir et qui dit quand j'étais jeune, j'étais comme toi, mais un peu plus gros. Ouais. Un petit peu plus gros. Ah ouais? Ah, t'as-tu des photos? Ah non, mais tu sais, c'est comme. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as gagné le titre québécois 2 fois quand t'étais jeune? Non, j'allais juste au gym 3 fois semaine. Ah ouais, t'étais plus gros que moi? Ah ouais, t'es chanceux. T'étais bon en maudit. Ouais. Mais ça fait partie du folklore. C'est bien qu'il y en ait des gens comme ça aussi. Ouais. C'est marrant. Ouais, oui. Exact. Et J'ai fait un Reels là-dessus. Ben, j'ai fait un live. Puis, à un moment donné, je me suis apporté, puis j'ai dit mon take là-dessus. Puis j'étais comme, hey, j'en ai rien à chier quand tu viens me voir, tu me dis ça. Puis là, moi, faut comprendre que c'est mon adjoint qui poste mes Reels sur Instagram. C'est pas moi qui les poste direct. Quand ça a sorti le matin, je me lève. Puis là, je fais mes affaires. Puis je regarde ça. Je suis comme, oh shit! Je suis comme, OK, j'étais dedans. C'est vrai. yeah. Euh, Mais c'est comme ouais, justement ma question aussi, c'est de savoir, je sais pas comment c'est maintenant chez vous au Canada. Tout ce qu'on a dit en fait, tout ça se rejoint, mais je remarque que de plus en plus les gens maintenant, ils n'hésitent pas à demander justement directement de passer à l'étape supérieure et de prendre des produits. Est-ce que vous, c'est pareil, vous sentez qu'il y a de plus en plus d'accessibilité d'une à la formation des produits, à la disponibilité des produits, et du coup que les gens sont plus demandeurs pour vous, en tout cas, de vous prendre comme coach pour ça. Oui. Moi, je dirais oui. Ben, ouais. Pour les connaissances envers les produits, parce que souvent, ils sont mal guidés et ils veulent pas hypothéquer leur santé. Fait que le fait qu'on connaisse ça, pour eux, c'est comme une certaine sécurité, peut-être, de vouloir faire quelque chose, mais de vouloir bien le faire. Parce que, tu sais, souvent, les gens sont réticents à propos de leur santé, puis souvent, ça va commencer par la première question, c'est les SARMs, hein, parce que les gens veulent faire des choses, mais pas d'effets secondaires. Fait que ce qu'ils entendent, c'est que les SARMs, c'est sans effet, puis que c'est mieux pour leur santé, blablabla. Fait que ça commence comme ça. Puis, tu sais, tu peux les diriger, puis leur expliquer, tu sais, qu'est-ce que ça implique tout ça, parce que c'est pas une décision, tu sais, mettons que tu es complètement vierge à ce niveau-là, c'est pas une décision que tu prends sur le coin d'une table comme ça, là. Tu sais, les répercussions vont s'étaler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Fait que c'est à savoir d'expliquer, tu sais, tu vas super bien te sentir au début, après ça, tu vas avoir une drop, une chute, tu sais, c'est d'expliquer par tout le cheminement qui devront passer pour éventuellement peut-être vouloir revenir à la normalité, là. Puis on s'entend que les gens qui font des cures, peu sont ceux qui reviennent à leur normalité pour ever, là. Tu sais, le retour à la molduesque, là, que j'appelle, là, revenir moldu, ça fait rare, là. Après l'utilisation, là. Souvent, là, c'est très, très rare que les gens veulent revenir ce qui était avant.
Mhm. Moi, ce que je vois aussi, c'est plus qu'on avance dans la nouvelle génération, plus que c'est toujours l'accès à la facilité, l'accès à Oui. comment est-ce que je peux avoir une shape, mais sans trop d'efforts, sans trop manger, sans me blesser, sans ci, sans ça. Euh, je trouve que le problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde oublie l'essence de qu'est-ce qui est le plus important. C'est t'entraîner vraiment fort dans le gym, là. Et après ça, c'est de manger comme mais le monde sont déjà à penser, ils savent même pas ce qu'ils mangent exactement, les nombres de grammes de ci, de ça qu'ils vont manger. Puis ça te demande déjà, hey, tu sais, y a quelque chose que je peux faire, tu sais, pour prendre plus de masse? Comme, ben non, pour vrai, en ce moment, tu sais, ton sommeil est dégueulasse, tu sais, on va déjà attaquer ça, puis tu sais, tu travailles beaucoup, là, tu sais, je pense même qu'on on va enlever un petit peu de volume dans ton entraînement, mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est, non, enlève pas du volume, je vais prendre du stock, des PEDs pour m'aider justement à faire ça. Fait que c'est plus ça, moi, que je vois aujourd'hui que dans le temps, je pense que justement la musculation, le gym, c'était moins mis de l'avant. Puis là, c'est tellement mis de l'avant que le monde veut avoir accès tout de suite à avoir une shape, à peu importe le prix. Ils veulent pas faire des tests sanguins parce qu'ils mettent tout leur argent sur le stock. Puis là, quand tu leur dis, ben là, il faut qu'on aille faire des sanguins dans ton milieu de cycle, dans ton 2 tiers de cycle, dans la fin de ton cycle, après ça, on va faire un PCT, après ça, on va faire, là, c'est comme, ouais, mais là, ça va me coûter cher, c'est 150$, 200$ le test sanguin. Ouais, puis tes bouteilles, t'es payes combien? Tu sais, maintenant, si t'es pas capable de mettre ton argent pour ton test sanguin, ben, mets pas ton argent pour pour ton stock. Fait que je trouve que le monde aujourd'hui, c'est d'aller chercher le chemin facile pour avoir une shape. Alors que, tu sais, moi, puis Nick, là, ça fait combien de temps qu'on s'entraîne, tu sais? Là, le monde va nous voir en shape, ils vont faire comme, ah ouais, mais les autres sont sur le stock. Ben oui, moi, je suis zéro gêné de dire que je fais du stock. Zéro gêné. Parce que j'ai tellement confiance que peu importe ce que tu vas faire demain matin, que tu fasses le même nombre de stocks que je fais là, tu n'auras jamais ma shape. Puis pas par prétention, parce que Christy, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je m'entraîne, puis du stock, j'ai commencé à faire du stock, moi, Moi, mettons, là. Hein? moi, ils sont déçus, là. Quand ils viennent me voir, ils sont déçus parce que souvent, ils s'attendent à ce que, comme, OK, je vais aller voir un gros gars, tu sais, puis là, je vais aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'il prend, tu sais, qu'est-ce qu'il prend. Fait que là, on commence, puis là, c'est comme, c'est tout. Ben ouais, tu sais, c'est tellement une grosse. S'ils sont déjà sur des choses, souvent, c'est même une réduction. Ou ben non, ils sont en arrêt tout. Puis là, c'est comme, OK, on part, ouais, je te donne telle affaire. Puis ils me regardent. C'est tout? Ouais. Ben, OK, mais toi, OK, parfait. Moi, je prends telle affaire. C'est tout? Ouais. Tu t'attendais à quoi? Tu pensais que j'avais genre, tu sais, c'est là que tu réalises que oui, effectivement, j'en ai déjà pris plus qu'en ce moment, beaucoup plus. Mais ça m'a pas emmené plus de shape, pas du tout. Puis genre, c'est là que, comme tu dis, ton sommeil, c'est de la merde. T'es stressé, tu te pognes avec ta blonde genre 3 fois par semaine, genre t'es en crise, ta job c'est de la merde, tout est de la merde, tout l'environnement que t'as, c'est de la merde, mais tu veux loader à bouffe, manger genre 3000 calories qu'un cheat meal par jour. Puis comme, tu sais, je suis comme moi, là, ça fait 1 an et demi, je cheat un repas par semaine, tu sais, puis genre, tu sais, je mange telle affaire, je me couche à telle heure, chronométré, tout est fait. Fait que mon résultat vient pas des PD. C'est ça que j'essaie de comprendre au monde, c'est que more is not better. Puis pense pas que parce que le gars, tu sais, souvent on entend ça, le gars, il est pro, c'est sûr qu'il fait 3 grammes de test. Non, man, c'est pas vrai. Parce que moi, je dis mon coach, j'ai un coach, les gars de l'Olympia, puis des fois, on en parle, puis ils sont pas plus loadés que moi et toi, là. Ils sont juste, ils font ça depuis plus longtemps, ils mangent plus de nourriture que toi, puis ils sont dans un meilleur environnement depuis plus longtemps que toi, puis où ils ont une meilleure génétique que toi. Point bon. Ça se termine simplement là. Ils sont pas sur 4 grammes de test, 3 grammes de TM, puis tu sais, c'est pas vrai, ça. Parce qu'il y en a toujours des tatas qui vont le faire, puis ça va marcher, puis là, ces gens-là vont dire, ah, ils vont s'associer à eux. Mais la réalité, là, c'est que, tu sais, Philippe, là, t'es pas sur 8 grammes de stock, là. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il avait l'air d'en lancer un ballon de basket à 16 ans? Il n'y avait pas besoin de 8 grammes de stock, là, pour être le monsieur Olympia. Fait que, tu sais, souvent, les gens sont déçus parce qu'ils t'attendent tellement à avoir une formule miracle quand ils viennent te voir, là, tu sais, la formule où ce que tu vas prendre 30 livres en 3 mois, je suis comme, ça, c'est faisable. Ça va dépendre de plein de choses, mais souvent, c'est ça, les gens vont être déçus par l'utilisation, tu sais, ils vont souvent penser que moi puis Francis, mettons, des gens qui compétitionnent peut-être au niveau national vont avoir une solution miracle ou avoir des protocoles qui sont plus... Les gens, on dirait, ils veulent ça aussi. Tu sais, il y en a qui sont plus réticents sur leur santé, mais il y en a d'autres qui sont attirés vers le plus, tu sais. Le risque. Ouais. Peut-être
peut-être que si, mettons, tu sais, je te donne un exemple. Mettons que tu prends un médicament, puis tu n'as pas le droit de le prendre, tu te sentiras pas mal. Mais si tu as une prescription d'un médecin, puis le médecin te dit que c'est correct de le prendre, ben là, ça t'enlève une certaine culpabilité. Fait qu'il y a des gens qui faire des protocoles seuls, ils vont dire, ah non, c'est peut-être fou, mais si de se faire dire, de se donner par son coach, ils vont dire, ah, mais mon coach m'a dit de faire ça, c'est correct. Tu sais, il y en a qui vont te faire chercher une sorte d'approbation dans ce sens-là, en voulant dire, oh, on peut faire plus, prendre plus, tu sais. Fait que non, ça c'est clair que tu sais, je pense que on se le fait demander. En tout cas, moi, je me le fais demander souvent. Là. La deuxième question, souvent, c'est qu'est-ce que je dois prendre? Ça, c'est pas compliqué. Il y a des niveaux aussi de ça, là. Tu sais, il y a un client qui vient nous voir, puis lui, il en a juste fait un petit peu où il veut faire ça pour la première fois, pour sa première compétition. T'as le gars ça fait une couple de fois qui fait des régionaux, puis qui veut s'en aller au Pro Qualifier. Puis t'as un gars qui ça fait une couple de Pro Qualifier qui fait, puis que, tu sais, il veut retenir sa carte de Pro. Ben, Christy, on n'ira pas avec les mêmes affaires non plus. Là. C'est sûr. Ouais. C'est pas dans la même catégorie. Il y a vraiment, moi, j'explique ça, puis ça vient pas de moi, là, c'est dans les formations avec John J. Watt. Il y a vraiment 3 niveaux. Et tu peux en mettre 4 si tu veux, là, on s'en fout quand tu as des niveaux, sauf qu'il y a des niveaux, des échelons là-dedans. Je suis d'accord. Mettons que le gars, ça fait 15 ans qu'il fait l'entraînement, puis qu'il est rendu à 750 mg de test, là, mais que toi, tu veux commencer, ben, commence pas à 750 mg de test. C'est comme si je te dis, OK, ben, mettons, t'as jamais pris de café. Hey, à matin, là, prends-toi en 5, man, puis là, tu vas avoir ta Big, tu vas te ramasser à l'hôpital pour du café. Comprends-tu? Fait que, c'est clair. Ouais. Il y a ça aussi, à un moment donné, qu'il faut considérer aussi. Ouais, j'avais, moi, c'était avec Victor Black que j'avais appris cette notion de palier. Enfin, en tout cas, ça m'avait mis dans la tête, on va dire. C'est un peu lui qui a appris à John Jewett. Ouais, pour le coup, ouais, de toute façon, ouais. Mais et légalement, comment c'est pour vous? C'est-à-dire que j'imagine que vous n'avez pas le droit de prescrire en soi, vous n'avez pas le droit de... Voilà. Donc c'est quand même compliqué pour vous, je pense, d'en parler aussi librement sur les réseaux, non? Non, moi, ça me dérange pas. Okay. Moi, ça me dérange pas, mais j'ai un disclaimer, mettons, avec un client. Ouais, ok. Je peux signer une décharge que je suis pas responsable de l'utilisation de certains produits que je peux recommander, là, que je vais recommander et non prescrire. OK. Parce que, dans le fond, excuse, je t'ai coupé, Nick. Excuse-moi. Non. Ben, vas-y, faut que j'en vois là. Je pense pas qu'on va avoir entendu ton dernier bout de phrase pour ça. Comment? Je pense pas qu'on a entendu ton Non, mais dans le fond, moi, c'est une décharge que je disais que je signais au client. C'est un disclaimer, là. Je me tiens pas responsable des produits que je vais recommander au client. C'est en partant. Fait que dans le fond, c'est comme si... Parce que, tu sais, ce qui arrive, c'est que, mettons, tu donnes... Souvent, ça sera même pas le client. Je donne un exemple, tu donnes quelque chose. Le client fait de mauvaises réactions, se ramasse à l'hôpital, sa mère l'assiste, sa mère décide de te poursuivre. Tu sais, tu comprends-tu? Ou elle montre la mentalité de son fils. Ah non, tu peux pas avoir fait ça à mon gars, nanana. Puis là, tu comprends-tu? Fait que la moyen de se protéger, c'est avec un disclaimer, là. Tu sais, dans le fond, de toute façon, NDL Fitness Coaching, nous ne tenons pas responsables de telle chose que nous vont recommander envers les sites parce que veut pas, ils vont avoir des preuves, tu sais, parce que tu vas envoyer des protocoles, tu vas envoyer des messages textes, tu vas envoyer des sites, tu sais, tu comprends-tu? Il va y avoir une communication qui va se faire quelque part, fait que ça va être écrit noir sur blanc. Tu sais, tu comprends? Fait que moi, c'est la façon de se protéger pour nous ici, là. Okay. Puis je pense qu'aux États-Unis, ils font ça aussi. Moi, de mon côté, je parle ouvertement de moi parce que je trouve que c'est de vendre du rêve, de dire « moi, je suis naturel, puis tata, puis tata ». Je trouve que c'est de vendre du rêve aux clients, puis à un moment donné, ben, c'est que tu perds la confiance envers les gens. Fait que moi, ça me dérange pas. Je vais le dire, oui, mais tu sais, jamais que je vais étaler sur le public, dire « hey, j'ai fait ça, 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 ça ». De un, parce que ça va encourager d'autres personnes à le faire. Puis, est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Parce que dans le bodybuilding, il y a du bodybuilding naturel puis il y a du bodybuilding qui est open. Moi, je suis dans l'open. Donc, oui, les gens vont utiliser des PEDs, mais je vais encourager n'importe qui à faire du bodybuilding naturel et à rester naturel le plus longtemps qu'il le faut. Puis, si à un moment donné, ben, la personne me dit, Frank, peu importe ce que tu vas faire, je vais en faire pareil. Je vais dire, ben, regarde, tu sais, on peut avoir une discussion, mais jamais que je vais prescrire quelque chose, jamais que je vais dire, fais ça, 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 ça. Parce qu'au Québec, tu peux pas faire ça, tu vas te faire poursuivre. On n'est pas des médecins. On n'a pas de... Même chose, là. Donner des suppléments, en parenthèse, là, c'est comme déjà là, c'est une prescription. Puis on ne devrait même pas faire ça. On peut donner des conseils, mais tu sais, dire, OK, tu fais ça, 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 ça reste que c'est de la prescription, puis on n'a pas le droit de faire ça.
on peut donner des conseils en tant que coach au Québec. C'est ça, on peut faire. Et justement, si sur ton Instagram, tu fais, je sais pas, comme Victor Black ou comme John Jowett, même si John Jowett, il le fait peut-être un peu moins, mais vraiment des réels basés sur l'utilisation des produits, sur les produits, sur les cycles, peu importe. Tu risques quelque chose au niveau légal ou pas, toi? Excuse-moi, juste comprendre que je récapitule. Ce que tu veux savoir, c'est si je mets ça sur les réseaux sociaux, Ouais, un protocole. ouais. Même si c'est juste pour éduquer. Hein. Moi, je pense que tu peux risquer des poursuites. Ouais, je pense que tu Ouais. peux en risquer. Ouais, donc c'est comme en France, ouais. Mais tu sais, après ça, c'est quoi les accusations que tu vas avoir? Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit liaisé dans tout ça, qui ait eu une problématique puis qui porte plainte contre toi. Mais là, ça vient du ressort du civil. Ça, je suis moins connaissant en civil, je suis plus connaissant en criminel, mais au niveau criminel, j'étais policier. Oui. La consommation en soi est pas illégale. Légal. Est pas illégal, c'est ça. Mais tout ce qui est production, tout ce qui est de la vente dans le but de, ça, c'est illégal. Fait que quelqu'un qui va en avoir un petit peu avec lui, c'est pas illégal. Mais tu seras pas arrêté pour ça. Ça se peut qu'ils les prennent, ça se peut que les policiers les saisissent, mais ils te donneront pas une accusation de. C'est pas une catégorie de drogue qui va être considérée comme une drogue que la possession est illégale. Okay. Mais on s'entend, tu sais, c'est ça, c'est que la problématique, c'est la quantité pour la possession en but de trafic. Quelqu'un dit, moi j'en ai pour un. Ouais, non, tu sais, ce sera pas accepté. Fait que c'est ça. Mais c'est toujours un sujet que ça, j'aime moins aborder, je te dirais, tu sais, tout ce qui est le produit illégal, parce que ça va un peu à l'inverse, tu sais, du travail que j'avais, sauf que le pourquoi que moi j'ai toujours fait de la compétition de bodybuilding, c'est que jamais que ça a touché mon côté psychologique, jamais que je fais de la compétition, puis que le fait que je faisais des PEDs faisait que j'étais plus agressif, j'étais plus ci, j'étais plus ça. J'ai toujours été la même personne. Si jamais j'avais vu que la consommation faisait que j'étais plus agressif, quoi que ce soit, moi, puis ça avait un impact sur mon travail, jamais j'aurais continué ça, parce que ça se fait pas. Puis c'est pour ça que j'ai jamais eu de problématique. J'ai jamais eu de problématique avec le travail, pour que ce soit. Puis les gens qui vont dire. C'est ce que j'allais te demander. Hein? C'est ce que j'allais te demander. As-tu des collègues qui t'ont jugé par rapport à ton utilisation de PEDs? Oui. Ben oui, mais. OK. C'est juste ça que je veux savoir. Oui, le monde ne sort pas épais, là. Tu sais, entre nous autres, mettons, quand j'étais au travail, il y en avait d'autres qu'on savait très bien, tu sais, qui en consommaient aussi. C'est comme dans n'importe quel métier. Ah oui, ben oui. Il y en a beaucoup de policiers en prennent, on le voit, là. Nous, on n'est pas faux. Oui, mais tu sais, c'est-tu si négatif que ça, là? C'est-tu si négatif que ça? Parce que entre le gars qui consomme la veille avant d'aller travailler, là, de la boisson, là, de l'alcool, puis qui est pété, puis quand il rentre, il est tout pété, puis est-ce que ça, c'est mieux? Ben là, je ne pas là-dedans. Mais ça peut arriver, comme dans n'importe quel travail. Ouais. N'importe quel travail. Je l'ai levé récemment, là, dans mon auto, quoi que ce soit, là, avec mon partenaire, jamais. Mais ça, est-ce que c'est mieux que le gars qui fait un sport, qui crée de la discipline, qui est structuré, qui est à ses affaires, puis qui est performant? Absolument. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été ça le point. La minute où ce que je me serais fait dire, écoute, là, tu ne peux pas continuer à faire ton travail à cause de ça, là, il aurait fallu que je prenne une décision, puis ça aurait été plate, mais tu sais, mon travail, c'est ce qui me fait vivre, il aurait fallu que j'arrête de faire du bodybuilding dans l'open, puis après ça, j'aurais pas fait de naturel parce que j'ai fait du open. Et là, le point. T'aurais fait de men's physique. Hein? T'aurais fait de men's physique. Ouais. Fait que c'est ça, c'est un peu ça où ce que je suis, mais tu sais, juste de parler de ça, si ça s'en va sur les réseaux sociaux, je vais me faire juger à côté, mais j'ai passé la barrière de me faire juger honnêtement. Sur TikTok, j'ai mis une vidéo, je me suis fait tellement ramasser, mais je me dis, tu sais, rendu là, je mais TikTok. Hein? TikTok, c'est grave. Pour les arriérés mentales, là. Sérieux. Sérieux, là. Oui, j'en pose, pas moi qui les poste, moi non plus, là. C'est mon adjoint qui pose ça, là. Mais en tout cas, je me suis pas fait ramasser encore, là, sûrement parce que je suis vraiment pas assez populaire, là. Mais comme, des fois, je vois des commentaires, je suis comme, man, c'est-tu la place le plus de trolls
ever, là. Tu sais, c'est comme, c'est le plus grand rassemblement de trolls. C'est là que ça se passe, là. Des commentaires haineux, déplacés, sans bon sens, sans but, sans. C'est incroyable, c'est incroyable. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui prennent leurs doigts puis qui prennent leur temps pour écrire des imbécilités comme ça puis des méchancetés comme ça. Il y en a qui ont vraiment rien à faire de leur vie, là. Ouais. C'est débile, là. Débile, débile, débile. Négatif. Très, 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 très négatif. Sur TikTok, je trouve. Alex, en France, c'est comment exactement? Comment est-ce que c'est De quoi Mais c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a une grosse libération de la parole là-dessus. En fait, d'un coup, parce que moi, ça fait, tu vois, j'ai 30 ans, j'ai attaqué la musculation à 14 ans. Dans les salles, au début, personne n'en parlait. Tu vois, même s'il y avait des compétiteurs, j'étais dans une salle où il y avait des compétiteurs, c'était un tabou total. Et maintenant, tout le monde en parle, vraiment. Tout le monde en parle sur les réseaux, tout le monde en parle. Les clients, ils arrivent, ils sont ouverts là-dessus. C'est assez impressionnant. Et c'est à la fois assez dérangeant aussi, parce que du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de normaliser ça, tu vois. En fait, comme on disait, tu peux pas attaquer sans déjà penser à ce que tu vas prendre. Alors que, je pense que tous les deux, vous avez fait pareil que moi. Quand on attaquait justement par la base, s'entraîner fort, apprendre à manger comme il faut, apprendre à dormir. Et puis après, on avait des objectifs, on est passé à la case supérieure. Mais maintenant, c'est, tu vois, le fait qu'il y ait cette accessibilité, et puis il y a le phénomène aussi où les coachs de ma génération, on a fait les mêmes formations, John Jouett, certains ont fait Victor Black ou pas, enfin bon. Et du coup, il y a ce côté où on se sent, je dis pas forcément moi, mais je le vois en tout cas sur les réseaux, de rebalancer les infos qu'on a obtenues sur les formations et les rebalancer en français, en fait, tout simplement, parce que on se dit, s'ils le font là-bas, c'est normal, il faut qu'on le fasse. Et je trouve ça c'est bizarre, dans le sens où, moi, ce que j'aimerais faire et ce que je vais essayer de faire, c'est d'apporter le côté prévention de la chose, plutôt. De dire, comme tu as dit, Francis, ok, tu veux faire ça, mais dans ce cas, est-ce que tu as déjà l'argent pour faire la prise de sang? Est-ce que tu as un coach qui sait lire une prise de sang, etc., etc. De dire, par exemple, ouais, ok, t'es une fille, tu veux prendre de la Navarre, et moi, je te garantis que t'es pas garanti que tu virilises pas, par exemple. Tu vois, c'est apporter ce côté-là. Sauf que ce que je vois, c'est plutôt, en fait, on dit que tout est faisable, tout est facile, et que maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est plus intelligent que ce qui se faisait avant, parce que justement, on en parle beaucoup, et du coup, c'est quasiment sans risque, entre guillemets, quasiment sans risque. Tu vois? Où tous les risques sont contrôlés. Voilà, c'est exactement ça. Tout est contrôlé maintenant. Parce qu'on sait tout, en gros. On est les meilleurs, on sait tout. On a trop de données. On a tous les données, on peut tout contrôler, puis c'est normalisé. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec les cannabis aussi. Là. Aujourd'hui, fumer du pot, c'est pas grave. Là. 30% des gens sont en psychose là, à cause du cannabis ou en dépression, c'est pas grave parce que c'est accessible partout maintenant. Fait que c'est pas important. C'est la même chose. C'est même chose. J'embarquerai pas là-dedans. Mais c'est clair. Il y a une partie, c'est très monétaire aussi du gouvernement, là, mais j'embarque pas là-dedans. C'est juste glisser ça, là. C'est ça. Mais ouais. C'est eux qui fournissent les antidépresseurs après pour les psychoses. Là. Fait que ça rentre 2 fois. Là. Moi, les gars, je suis affamé. Oui, il est l'heure. Là. Moi, il faut que j'aille manger mon meal. Est-ce que Alex avait d'autres questions, d'autres trucs que tu voulais aborder? Ça va me faire plaisir de le faire, mais je pense que... Écoute, ça va faire 2 heures quasiment. Je pense qu'on est pas mal du tout. Et puis, justement, ça nous fera l'occasion d'en refaire un avec Ludo. Si Ludo oublie pas de me répondre d'ici là, par exemple. Mais comme ça, on pourra choisir un sujet spécifique, entraînement, diète, mindset, parce que je pense que avec la journée que tu avais avec Phil East, ça peut être super intéressant. Donc, tout ce genre de choses. Moi, je suis la porte est ouverte entre guillemets du podcast. C'est plutôt cool. Donc avec grand plaisir. Et puis encore une fois, merci à vous deux, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir, merci Alex. Pour l'invitation. Eh écoutez, je vous souhaite bonne journée à vous deux, du coup, parce que vous c'est la journée, et puis moi ça va être bientôt la nuit, donc je vais aller manger aussi. Ah, oui. Et puis je vous dis encore merci et à très vite. Super. Parfait, super. Bonne nuit, Alex, puis on se voit dans 14 semaines, Francis. Ouais, tout le monde. Salut, ciao. Bye.